premier salon. Alors c'est vrai que la Smart Entreprise, hein, c'est l'intitulé qui a été retenu pour cette première édition. Après, à nous de voir comment la rendre la plus smart possible et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme. L'objet de ce matin, ça sera d'essayer de faire un état des lieux. C'est un travail qui est quand même assez c'est pas une sinécure, hein, c'est assez compliqué, mais on essaiera de défricher ce qu'il y a derrière ce mot entrepreneuriat au Maroc, de cet entrepreneuriat des Marocains. Et on parlera aussi de l'entrepreneuriat des Marocains, non seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger, parce qu'on a des intervenants qui nous viennent de l'étranger et qui pourront illustrer ces propos. Et tout cela en préambule de ces 2 jours pendant lesquels, eh bien, on ira dans beaucoup de compartiments, beaucoup de discussions qui nous permettront de mieux comprendre finalement comment mieux entreprendre, quels sont les freins, quelles sont les opportunités pour l'entrepreneuriat au Maroc. C'est vrai que, et vraiment, les discussions qu'on a eues en préparation de ce salon ont été animées, passionnées, parce que l'entrepreneuriat, c'est une question de passion, c'est une question de nécessité, c'est un sujet dont on parle énormément. Alors, d'un côté, tant mieux, parce qu'il y a une vraie dynamique en termes d'entrepreneuriat, d'innovation, mais de l'autre côté, de faire en sorte que tous ces termes ne soient pas galvaudés et qu'on mette les bons mots sur les beaux concepts. Alors, ce matin, on va essayer on va se donner jusqu'à midi pour, faire un état des lieux, de voir les perspectives, d'essayer en donnant la parole à différents profils, différents experts en la matière, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des bureaux de conseil, d'essayer de répondre à vos questions, parce que nous voulons que ce matin, ça soit pas un format où on soit en flux unique, il faut que ça soit dans les 2 sens. Donc vraiment, on va faire en sorte que vous puissiez interagir avec nous à n'importe quel moment. Donc j'essaierai d'animer les 2 tables rondes que nous aurons ce matin de la manière la plus interactive possible. Alors, je vais vous demander d'accueillir, déjà pour nous expliquer l'esprit de ce salon, l'artisan de ce salon, un des artisans de ce salon. Je vous demande d'accueillir Saad Hamoumi de Harvard Consulting Group, qui est l'homme par qui le scandale arrive aujourd'hui. Saad, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner finalement les principales motivations de créer un salon aujourd'hui, qui s'inscrit finalement dans une espèce de dynamique globale qu'on a aujourd'hui, qu'on constate, avec énormément d'événements, énormément de discussions qui sont autour de l'entrepreneuriat. Pourquoi un autre salon dédié à l'entrepreneuriat? Alors, merci Faisal. Je voudrais avant toute chose déjà remercier les participants. On a eu depuis le démarrage un soutien extraordinaire de la part de tous les militants de l'entrepreneuriat. D'abord, comme d'usage, remercier les sponsors, si tu permets, que ce soit la Caisse centrale de garantie, le groupe Aqua avec le projet 1000 Al-Fikra, et tous les participants, enfin ceux qui nous ont soutenus, que ce soit la Trésorerie générale du Royaume, Edge, l'ambassade des Pays-Bas, avec l'incubateur Orange Corners, Régus. J'espère que j'ai oublié personne. Je n'oublierai pas aussi de remercier la CGM, qui a été depuis le début un soutien énorme. Il y a même l'université d'été qui était dédiée à l'entrepreneuriat, donc ça fait un lien extraordinaire avec notre salon. Et sans oublier bien sûr l'agence partenaire Young & Rubicam, qui était partenaire de ce salon, et toute l'équipe qui a travaillé jusqu'au week-end dernier pour monter enfin toute la partie logistique, qui est énorme. Enfin moi, pour moi c'est la première fois que je vois ça, mais c'est énormément de détails. Ça, c'est pour la partie remerciement. Aussi, j'ai oublié de remercier le comité scientifique qui m'a aidé. Enfin, il y a une quinzaine de personnes, d'amis qui ont soutenu, qui ont pris en charge des conférences, invité les experts. On a de la chance d'avoir une dizaine d'experts qui nous viennent d'Espagne, du Canada, de Hollande, et on a aussi des experts de Belgique. Donc, on a réussi quand même à avoir, disons, pas mal d'Angleterre avec Raphaël. Et donc, on aura certainement au niveau des conférences un bel échange. Parce que l'idée, sur toutes les 6 conférences, je profite un peu pour annoncer un peu le programme. On a 6 conférences, 3 par jour.
Et chaque conférence zoome sur une problématique. Alors, le nom de Smart Enterprise, on a réalisé que beaucoup de gens pensaient qu'on va traiter des startups. Ce n'est pas le cas. En fait, les startups sont intéressantes, importantes pour nous. Alors, on adore les startups, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas que dans l'entreprise, il n'y a pas que des startups, il y a des PME, il y a des petites entreprises qui essayent de se développer. Exactement. Voilà. Donc, l'idée, c'est justement de zoomer sur toutes les problématiques entrepreneuriales, du démarrage. On va aussi traiter d'une conférence sur la transmission d'entreprise. Donc, l'économie sociale et solidaire. On a énormément d'experts qui vont parler un peu de ce qui se fait dans d'autres pays, le mentorat. Enfin, on aura vraiment un bel échange sur les 6 conférences. Et je vous conseille d'y participer parce qu'il y a beaucoup de matière. Alors, pourquoi ce projet? Parce que c'est vrai, il y a pas mal d'initiatives et en fait, ça a démarré, un peu la réflexion a démarré, en fait, ma relation avec l'Espagne, parce qu'ils ont un salon similaire qui s'appelle BIS Barcelona. Je collabore avec FIRA Barcelona. Et j'ai vu que c'était le seul salon sur 70 en Espagne qui était soutenu par tout le monde. Donc, les pouvoirs publics disaient à l'organisateur de salon, c'est le seul salon, si vous n'avez pas cette sponsor, on le soutient. Et j'ai posé la question pourquoi? On m'a dit parce qu'il y avait un impact économique et social. Donc je me suis dit, donc c'est intéressant. Enfin, s'il y a un salon à porter, ce serait celui-là. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de le porter. J'en ai parlé à Nordin Raleb, qui est partenaire, et il était aussi militant que moi. Donc il a dit oui, on y va, on va soutenir ce salon. Il travaillait. Alors. Donc on a démarré et l'idée en travaillant sur le terrain, on a réalisé qu'il y a énormément de projets. Beaucoup de gens travaillent sur l'entrepreneuriat. Moi, j'étais impressionné. Je connaissais pour en faire partie Réseau Entreprendre, mais vous avez l'OCP, vous avez la Tijari, Dar al-Muqawil, il y a énormément de projets. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce que les uns font. Et il y a une fragmentation. Il y a un problème. C'est ce que on verra à travers les conférences, à travers votre avis aussi. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Créer une synergie entre les acteurs. Ça, c'était un peu le premier objectif du salon. Le deuxième objectif, c'est essayer d'être dans la durée, parce que beaucoup de choses se font, mais après ça se perd. Donc, essayer à ce que créer un lien à travers cet événement annuel où tous les acteurs pourront continuer à travailler ensemble. Bon, ça c'est peut-être ambitieux, mais c'est ce qu'on a essayé de faire en invitant. Vous allez voir un peu dans les différents stands, que ce soit Réseau Entreprendre, Endeavor, EFE, enfin tout ce monde-là qui font de belles choses, mais qui pourront peut-être gagner beaucoup en travaillant ensemble. Hein, d'accord? Et les exemples qu'on aura, parce que bon, j'ai oublié d'en parler, on a avec nous Monsieur professeur Claude Alanou qui va intervenir tout à l'heure, ou Monsieur Seni, beaucoup de projets, ou ce soit en Espagne avec Barcelona Activa, beaucoup de projets qui ont réussi. Ça, c'est l'autre enseignement que j'ai retiré de ce travail sur le terrain, ont réussi parce qu'il y a des synergies entre les acteurs. Alors quand je dis synergie, c'est autant le monde académique, le privé, le public, enfin tout le monde travaille ensemble. Et l'autre composante aussi, c'est que souvent c'est à l'échelle régionale. Donc si on aura dans une conférence la présentation de Brainport Eindhoven. Donc c'est une initiative qui a démarré autour de Philips dans la région d'Eindhoven avec le monde académique. Donc là, on a de la chance aussi d'avoir avec nous Salem, qui est un projet, moi j'ai découvert il y a pas longtemps, qui structure un peu le monde universitaire et essaie de créer un lien avec les porteurs de projets. Donc il y a des initiatives qui ont démarré, mais je pense que le salon arrive à temps pour peut-être jouer son rôle avec les autres acteurs, essayer d'être un petit catalyseur et porter cet élan d'entrepreneuriat. Et les initiales SEM, ça fait SEM. On va essayer de semer quelque chose. C'est pas SEM, hein. Pas SEM, non. Non, mais on l'espère. Ok, merci Sad en tout cas d'avoir déroulé ce qui va se passer pendant ces 2 jours. Alors c'est vrai aussi qu'on veut parler vrai, que le fait qu'on ait aussi beaucoup d'experts internationaux ne veut pas dire qu'on va benchmarker en déconnectant du contexte marocain qui est particulier avec notre part de l'informel, du formel. Il faut vraiment être très pragmatique par rapport à ça et on essaiera de faire des ponts à chaque fois, de voir ce qui est bon à prendre et de ce qui est bon à adapter. Alors on va tout de suite commencer avec une petite discussion en faisant un état des lieux. Je vais vous demander d'accueillir Sir Khaled Benjeloun qui est administrateur en charge de l'entrepreneuriat au sein de la CGEM.
Monde de l'applaudir, Sir Khalid. Et Madame Fatima Zahra Benniz, présidente de l'ABCF et directrice générale de AIM Performance, l'ABCF qui est l'association des bureaux en conseil et formation. Alors avec qui on va avoir la lourde tâche de quoi? De faire on s'est dit un état des lieux. Alors le but c'est pas de faire que de donner des chiffres, hein, mais c'est d'essayer de donner un état des lieux peut-être en termes de perception qualitatif. Et c'est vrai que quand on a discuté la semaine dernière, on s'est dit de voir dans quel environnement au Maroc, on est censé entreprendre. Et l'entreprise, c'est une entreprise difficile, mais c'est pas parce qu'elle est difficile qu'il faut pas la faire, et que quel que soit l'environnement dans lequel on soit, il faut qu'on trouve nos repères et nos limites. Sir Khalid, pardon. Aujourd'hui, si vous deviez nous donner voilà, il y a quelqu'un qui vient d'étranger, qui connaît pas le Maroc et qui vous pose la question tout simplement, voilà, l'entreprise au Maroc, où elle en est, est-ce qu'on l'aime et est-ce que c'est facile d'entreprendre au Maroc? Alors, prenez celui-là, comme ça on est sûr qu'il fonctionne. Allez-y. Non, il est allumé, allez-y. Ouais. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, Saad. Je tiens à te féliciter pour avoir organisé cet événement, combien important pour le développement de l'entreprise au Maroc. Cet événement qui va certainement permettre de faire le point sur les différents dispositifs qui existent au Maroc et qui sont mis en place pour encourager et développer l'entrepreneuriat et plus particulièrement la PME. Comme vous le savez, la promotion de l'entrepreneuriat, c'est notre cause première et plus particulièrement à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et ce salon se veut un véritable espace d'échange, d'expérience, de conseil, de networking également. Et certainement, il va permettre aux différents participants de s'enquérir des nouvelles tendances en matière d'idées innovantes. La TPME au Maroc, qui représente plus de 98% de notre tissu économique, et qui emploie en fait l'essentiel de l'activité du secteur privé marocain est le socle de notre confédération, puisque j'agis ici en tant que représentant de la CGM, et plus de 90% de nos membres à la confédération sont des PME. Et c'est la raison pour laquelle à la CGM nous consacrons et nous mobilisons nos équipes et nos ressources pour soutenir le développement de la PME. Et c'est notre responsabilité collective. Je pense que cet événement revêt un caractère particulier, important pour nous, pour nos entreprises et pour notre économie nationale. Car il est attendu de nous de prendre en considération toutes les attentes des PME et qui sont un véritable vivier et qui ont besoin de produits répondant à leurs attentes, à leurs besoins et surtout respectueux de leurs spécificités. Et ça, c'est très important. Force est de constater aujourd'hui que, malheureusement, la PME, bien qu'elle représente 98% de notre tissu économique, elle ne participe que très faiblement au développement économique et social de notre pays et donc à la croissance. Au moment où, comme partout dans le monde, on doit utiliser l'entrepreneuriat comme un moteur de développement pour lutter contre le chômage, particulièrement le chômage des jeunes, en créant
des AGR, des activités génératrices de revenus. Et la CGM, maintenant, elle a pris l'engagement de représenter, de défendre et de promouvoir les intérêts de l'entreprise. Et de développer également, parce qu'on ne parle que de la PME, mais aussi on veut développer la solidarité qui doit exister entre les grandes entreprises et les PME. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de synergies à développer. Et nous souhaitons cela et nous travaillons pour cela. Donc, notre mission à la CGM consiste à la création d'un environnement entrepreneurial beaucoup plus dynamique, en se rapprochant le plus possible des centres de décision. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que les commissions permanentes, et on a plus de 26 actuellement, constituent autant d'échanges, d'espaces d'échange d'idées, d'expériences, qui ont un caractère transverse et qui touchent à tous les problématiques qui empêchent nos PME à se développer. Et là, quand j'y pense aux différentes contraintes que rencontre une PME au Maroc, sont nombreuses, à tous les niveaux, au niveau de la fiscalité, au niveau du foncier, au niveau de l'administration, au niveau des paiements, au niveau du financement, à tous les niveaux. Et là, nos commissions travaillent pour proposer des solutions pour faire passer les gens de l'informel vers le formel. Nous sommes une force de proposition pour tout ce qui est Small Business Act, pour le Small Act, Startup Act, pour l'organisation des assises de l'emploi, pour l'entrepreneuriat social, pour la digitalisation de l'entreprise, pour le financement, pour le problème des délais de paiement. Et là, nous avons 26 commissions qui travaillent là-dessus en permanence et qui sont une véritable force de proposition. Alors, Sir Khalid, je vais juste passer la parole à Fatema Zahra. On reviendra, hein, bien évidemment, et je voudrais juste réagir sur l'environnement, hein, dont vous venez de parler. Et c'est vrai que Fatema Zahra, vous avez l'occasion, vous connaissez bien l'entreprise, vous accompagnez des entrepreneurs, des futurs projets, et vous êtes confronté à tout cet environnement, à toutes les contraintes que peut rencontrer un entrepreneur. Alors, on a juré dans cette édition de parler des choses qui fonctionnent pas, mais aussi des choses qui fonctionnent, hein, pour qu'on soit pas taxé de pessimisme, mais de réalisme. Mais après, donc on va commencer par ce qui fonctionne pas, les principaux freins, parce que justement, ce que vient de dire Sir Khalid, c'est qu'il faut y travailler. Il y a des vis-à-vis avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement pour essayer de faire évoluer le contexte. Aujourd'hui, si on devait vous demander quels sont les principaux freins à l'entrepreneuriat au Maroc, quels seraient-ils? Le principal frein, pour moi, c'est l'entrepreneur lui-même, déjà. Ça va faire plaisir à tout le monde, ça. Oui, parce que il faut savoir pourquoi on entreprend. On entreprend pour échapper à une situation, à un environnement. Il faut entreprendre pour la bonne raison, pas pour la mauvaise raison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entreprendre. La mauvaise raison, c'est d'aller échapper au chômage, c'est d'aller gagner un peu plus d'argent ou le même, mais par d'autres moyens et être autonome dans cette vraie autonomie, alors que travailler, souvent beaucoup d'entrepreneurs me disent je souhaite ne plus travailler pour les autres, et en fait je leur dis écoutez, c'est vrai que vous travaillez mais quand vous sortez sur le marché, vous travaillez pour des millions de personnes, chaque client est votre patron. Et encore là, il n'est pas obligé de vous payer ni à la fin du mois, ni payer. Donc, vous devez payer vos salaires, vos charges sociales, etc., etc. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat déjà est un état d'esprit. Soit on l'est, soit on l'est pas. Mais quand on l'est pas, il faut développer certaines compétences. Et après, tout ce que vient de dire Monsieur Ktiani,
c'est ce qu'ont fait les pouvoirs publics. Ils ont déployé beaucoup de moyens, beaucoup de plans de financement pour financer, pour mettre en place certaines choses, pour aider l'entrepreneur. Mais très rares sont les entrepreneurs qui sont sur ce risque d'entreprendre, de se développer, parce que, je suis désolée, je vais le dire, mais parce que sur la même scène, il y a peut-être une semaine ou deux, il y avait une autre affiche ici qui était le PLF 2020 et on parlait de confiance. Aujourd'hui, l'entrepreneur marocain n'a pas confiance en cet environnement. Il n'a pas confiance en ces textes de loi. Il y a pas je ne dis pas de crédibilité, mais il n'y a pas de sécurité. Et quand je parle de sécurité, c'est qu'un texte de loi peut surgir de nulle part et venir s'imposer malgré les oppositions de différentes fédérations et groupes, même parlementaires, mais ça va passer. L'idée, c'est pas qu'on y est opposé en tant qu'entrepreneur, parce que je fais partie des entrepreneurs également, mais qu'il faut qu'on soit aussi préparé. Des textes de loi qui arrivent, et donc c'est une préparation de business model en entrepreneuriat. Ça s'appelle, il faut changer son business model, il faut avoir les moyens de changer ce business model. Donc ça, c'est une des contraintes. Après, je vais pas, les mêmes débats, les délais de paiement dans le secteur privé, oui, pareil. Maintenant, on a besoin d'un régulateur, parce que voilà, les lois sont là, mais on a besoin de régulateurs et aussi on a besoin vous savez, le positionnement du fournisseur, du client fournisseur, c'est un positionnement. Donc, même si on met en place cette pénalité, mais les petits vont aller vont aller se référencer chez ce fournisseur et il va rester sur ce délai de 8 mois et de 9 mois et même d'1 an pour avoir cette référence de travailler et pour dire que je travaille. Alors, un autre point aussi en tant que contrainte. Au fait, quand je sais pas, quand dernièrement, on a la bonne nouvelle, tous les journaux ont parlé de la bonne nouvelle, le positionnement du Maroc, 50e rang en doing business, 2e dans la région MENA, Nord-Afrique, 3e en région Afrique, c'est génial. Ça, c'est pour l'entrepreneur, ça c'est l'investisseur étranger. Sur certains indicateurs, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Maintenant, cet entrepreneur marocain ne se retrouve pas parce qu'il y a un déphasage entre ce qu'on est en train de lui dire à la radio, à la télé et dans la presse et ce qu'il est en train de vivre au quotidien pour aller chercher un business. C'est l'ouverture aussi au marché au public, c'est l'ouverture aussi et l'accès au marché. Et c'est j'ai l'impression de dire qu'on est dans une schizophrénie et il y a une peur qui est installée chez cet entrepreneur-là. Je vais prendre juste l'exemple de certains exportateurs avec lesquels je travaille. Ils ont la possibilité, le produit, le positionnement et même le financement pour s'installer à l'étranger, mais ils le font pas. Ils le font pas d'abord pour la peur sécuritaire. Ils veulent garder du cash chez eux. Et donc, je pense que c'est tout un système qu'il faudrait revoir et d'une manière très réfléchie. Et je rejoins Saad en disant que nous ne consolidons pas nos travaux. Chacun de nous travaille de son côté et on ne consolide pas ni les cabinets conseils, ni les entreprises, ni les fédérations, ni les pouvoirs publics. On fait plein d'études. On est les numéro 1 en études et diagnostics. Mais nous ne mesurons aucun impact. Allez, je vais être pas aucun, mais est-ce qu'on mesure l'impact, par exemple, de ces financements? Monsieur Kitiani Tijari, la dernière fois, disait que nous sommes nos banques marocaines ou nos systèmes bancaires marocains est un des plus grands systèmes qui finance les TPE et les PME. Et moi, j'aurais voulu lui poser la question, quel est l'impact de ce financement? Est-ce que vous avez mesuré cet impact? On finance plus, par exemple, les cycles d'exploitation et encore que les financements. Alors que nous, aujourd'hui, on a besoin de voir une vision pas court-termiste, mais moyen à terme et long terme pour cet entrepreneur. Alors, moi, OK, pour toutes ces contraintes-là, on va revenir à l'entreprise et à l'acte d'entreprendre lui-même. Il y a un point qui est extrêmement intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris le temps de faire le distinguo entre les différents types d'entrepreneuriat? Il y a l'entrepreneuriat de création de valeur,
Il y a l'entrepreneuriat qui est suscité par l'innovation. Il y a l'entrepreneuriat de dépit dont on a parlé. Finalement, on n'a pas d'autre chose à faire, on trouve pas d'emploi, on essaie de se créer sa propre activité qui crée soit des micro-entreprises. Mais le fait est que si on prend un chiffre qui est quand même assez prégnant, c'est que on a la moitié des entreprises qui ont été créées entre 2003 et 2015 qui sont mortes. 60%, on est à peu près à 60%. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui ont été créées il y a quelques années, qui auraient dû amorcer toute la phase critique, le tunnel de la mort de l'entreprise, et puis en sortir et en créer des entreprises à valeur ajoutée, la majeure partie sont décédées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi? Parce qu'on est dans ces différents types d'entrepreneuriat. Sad, je t'en prie. Il se trouve que j'avais participé à cette étude qui était menée par la Wilaya de Casablanca entre 2003 et 2017. Ça, c'est celle de l'Axe Casastat, hein, je pense. Voilà. Ouais. Et qui était bien. Enfin, tous les acteurs avaient participé. Hein. Vraiment, c'est une étude qui était très terrain. Avec on a même réussi à, disons, avoir le point de vue des entreprises qui ont arrêté. Enfin, un échantillon d'entreprises, disons, qui ont décédé. Quoi, en fait, ce qui est ressorti de cette étude, que le plus gros, c'était pas le financement. C'est pas le problème du financement. C'est souvent un problème d'accompagnement, et beaucoup de, enfin, ce qui est ressorti de l'étude aussi, Fatem Zahra est là, qui est du série, peut-être qu'elle pourra compléter si j'ai oublié un élément. Mais ce qui est ressorti de ça, c'est que beaucoup d'outils qui sont disponibles, les gens ne les connaissent pas. Alors bien sûr, le CRI a été créé, donc ça coïncidait avec ce démarrage. Est-ce que les CRI étaient assez outillés, avaient tous les moyens? Enfin, il y avait aussi des challenges des deux côtés. Enfin, moi, j'aime pas jeter la pierre, mais les gens disaient oui, il y a beaucoup de choses, mais on ne savait pas. On a eu un des acteurs qui disait, moi, je pouvais travailler, mais l'accès au marché public, il ne savait pas que Finea existait et que finançait ça. Enfin, il y avait un problème de communication. Donc souvent, j'allais dire, si les entrepreneurs ne perdurent pas et ne se développent pas, c'est aussi un problème de communication. Donc il faut faire quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est vrai que on a tendance, enfin, dans le côté privé, de jeter la pierre de l'autre côté, mais je pense que il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que moi, sincèrement, la préparation de cet événement, en plus de ce que je fais, enfin, pour l'entrepreneuriat depuis de longues années, m'a montré que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui se sont mis ensemble. Ils sont humbles. Enfin, il y a pas quelqu'un plus fort que d'autres. Moi, je pense que dans les conférences, ça viendra avec les experts, certainement. Mais il faut que chacun dise, moi, je veux contribuer. Qu'est-ce que je peux faire? Mais sans critiquer. Parce qu'on a tendance toujours au Maroc à dire, oui, les autres ne font pas. Moi, sincèrement, souvent, je veux pas être à la place de l'administration. Disons que si on prend Steven Chaboun, qui était il y a pas longtemps quelqu'un du privé, je suis sûr qu'il a une connaissance parfaite de l'écosystème marocain, des problèmes de financement, de l'accès au financement, enfin, toutes les problématiques de garantie, etc. Tout ça, il connaît. Mais quels sont les éléments dont il dispose? Et souvent, les gens de l'administration, enfin, je parle aussi pour le monde académique, à qui on jette aussi la pierre en disant, vous ne préparez pas, enfin, vous préparez des gens qui cherchent un boulot, enfin, des salariés, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce que, par exemple, le secteur privé, moi je sais que il y a beaucoup de jeunes qui veulent un stage. Est-ce que les entreprises donnent cette possibilité-là, où il faut passer par 36 000 relais pour avoir un stage au sein d'une entreprise? Il y a de beaux modèles. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une conférence où il y avait le modèle, par exemple, Créapolis en Espagne, où la région a créé avec SAD, qui est une école de commerce, un dispositif financé par la région où le jeune, futur lauréat, il travaille sur un projet qui est demandé par une TPE ou PME qui n'a pas la possibilité de financer du conseil, et il a déjà une année où il travaille sur son projet qui est encadré par l'école, et l'entreprise peut lui donner du travail après. Ça, c'est des beaux modèles. C'est-à-dire, d'abord, il a une expérience professionnelle, il a un petit financement, et si jamais l'entreprise ne le prend pas, au moins il a un certificat. Nous n'avons pas de dispositif comme ça. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle veut recruter, il faut quelqu'un qui a de l'expérience. Donc un jeune qui arrive de l'université n'a aucune chance. Il faut que vraiment. Donc je pense qu'il faut chacun s'autocritiquer et dire qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à aller de l'avant. J'allais même dire, j'avais pensé à un slogan, pourquoi ne pas mettre en place un plan d'accélération entrepreneuriale. Enfin, des locomotives qui vont tirer les wagons. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, le plus gros problème, c'est pas,
enfin, j'allais dire nous qui sommes dans cette salle, ce sont les gens qui sont, on aura dans une conférence le centre TPE de Belmstic. Moi, j'ai vu des jeunes, donc c'est un incubateur qui sort des gens de la rue, de la crise. Et c'est des gens qui sont des petits métiers, menuisiers, enfin, ça c'est des vrais entrepreneurs. C'est ça qu'on a besoin, des petites fourmis, et pas aller chercher des modèles à la Silicon Valley où c'est des millions d'argent, enfin lever. C'est pas ceux-là qu'on va. Alors justement, ça c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'on peut dupliquer aujourd'hui tous les débats qu'on a sur adéquation, formation, emploi, avec adéquation? Est-ce qu'on peut faire le pendant de ça, adéquation, entreprise, marché? Aujourd'hui, on sait que très bien que le développement de l'entreprise dans les pays développés, industrialisés, se fait grâce à la base industrielle qui existe et à la création d'écosystèmes. On a bien vu ce que le plan d'accélération industrielle a suscité avec la création d'écosystèmes. On a l'aéronautique aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que il faut qu'on se concentre et qu'on se dise quel type d'entreprise on veut et de quel type d'entreprise on a besoin? Est-ce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui au Maroc? Juste revenir sur la problématique de toutes ces entreprises qui n'arrivent pas à dépasser le cap des 5 années où le taux de mortalité reste encore très élevé. En fait, c'est différents facteurs qui interviennent dans cela. Il y a le problème de l'accompagnement, certes, mais il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le capital humain. Est-ce qu'on a formé des entrepreneurs depuis leur jeune âge? En majorité au Maroc, cette formation, elle n'existe pas. Déjà dans notre système d'enseignement, nous devons le revoir. La troisième chose, c'est l'environnement des affaires. Quand on parle de l'environnement des affaires, quand on parle de la petite industrie au Maroc, la petite industrie au Maroc, en ce moment même, elle est en train de mourir. Moi, je parle de certains secteurs d'activité où je vis. Quand vous avez une concurrence déloyale et surtout de la contrebande, il y a énormément de produits qui rentrent, par exemple, dans les textiles par différents moyens et qui sont en train de tuer toutes les industries des textiles au Maroc. Je vous donne un exemple. En 95, dans ce secteur, il y avait 53 filatures au Maroc. Filatures, c'est des unités qui fabriquent le fil et qui vendent à des petites structures ici au Maroc qui fabriquent différents produits. Maintenant, il ne reste plus que 3 unités, dont une va fermer peut-être avant la fin de cette année. Oui. Donc, c'est tout l'environnement. C'est l'environnement qu'il faudrait revoir en profondeur et savoir qu'est-ce qu'on veut. Si on veut industrialiser le pays, on doit revoir aussi tous ces accords de libre-échange qu'on a signés. Ces accords, on a signé pour 54 ou 55 accords de libre-échange. Croyez-moi que 95% des pays avec lesquels nous avons signé ces accords, nous sommes déficitaires. C'est-à-dire, nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons. Donc, il faut qu'on revoie ça. Et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Vous avez aussi dans les services. S'il n'y a pas un accompagnement adéquat, on ne peut pas continuer. L'ouverture sur l'international, parce que le marché marocain reste un marché limité, un marché de 35-36 millions d'exportateurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aider nos PME à exporter leurs produits? Je vais vous donner quelques exemples. J'étais il n'y a pas longtemps en Corée du Sud. En 65, la Corée du Sud était au même niveau de développement économique que le Maroc. Maintenant, la Corée du Sud fait partie des 15 premières puissances économiques au monde. C'est pas grâce à des richesses naturelles, mais c'est grâce au capital humain et à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est à la base de tout. Voilà. Fatima Zahra, moi, une question qui se pose, c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on a envie de parler un peu de tout, mais on a parlé du capital humain, qui soit au sein des entreprises, mais qui soit aussi dans l'entrepreneur lui-même. Hein. Aujourd'hui, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut avoir comme motivation pour être entrepreneur aujourd'hui
au Maroc. Quand on connaît les contraintes, on va pas s'apitoyer, on va pas continuer à s'apitoyer. On connaît notre environnement, on a une grosse part d'informel, des concurrences déloyales, un coût de l'argent, on en parlera bien évidemment, qui est bien plus élevé ici que par rapport à des concurrents à l'international. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le levier, Fatima Zahra, pour être entrepreneur? C'est quoi? C'est de l'ego? C'est la volonté d'être libre? C'est la volonté de... C'est quoi? En fait, chacun sa motivation. Pour moi, c'est un mindset, c'est une mentalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce profil, c'est cette passion entrepreneuriale qui fait que un entrepreneur va créer, va développer, va co-développer, va avancer, va tomber, ne va pas lâcher, va reprendre. C'est un esprit, c'est un entraînement. L'entrepreneuriat est un entraînement. Et plus on s'entraîne dans un milieu hostile, où on a un environnement hostile, plus on se prépare au meilleur. Et ça, c'est une posture de gagnant. Et un entrepreneur à la base d'un gagnant. Maintenant, nous avons des profils d'entrepreneurs rentiers. Voilà, qui souhaitent aller sur... On a des profils de rentiers tout court aussi. Oui. Moi, je parle de l'entrepreneur rentier qui justement lance quelque chose qui marche. Elle fait rentrer elle couvre les charges fixes et puis voilà. Donc, et on va sur cette, je ne sais pas comment définir, voilà, l'idée, c'est de dire, c'est bon, c'est ça l'entrepreneuriat pour moi. Moi, il y a deux points importants. Il y a d'abord une conjoncture, parce que quand tu dis quel type d'entrepreneuriat nous avons besoin, c'est comme si tu nous dis, c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? Nous avons besoin des deux systèmes en parallèle. Nous avons besoin d'un système, d'un alignement organisationnel, d'un alignement stratégique, d'une stratégie réelle, pas une vraie stratégie. Une stratégie qui va partir du bas, qui va analyser et qui va remonter en haut pour mettre les axes stratégiques, qui va redescendre pour redéployer au niveau opérationnel et qui va mesurer l'impact et faire une vraie amélioration continue. C'est pas, vous savez, aujourd'hui, nous avons un PIB bloqué entre 2 à 3%. Donc il y a une conjoncture c'est la locomotive. Enfin, on peut entreprendre dans une conjoncture bloquée. C'est un blocage pour tout le monde. Maintenant, qui va déployer quoi? L'accompagnement, c'est très bien. Maintenant, il faut y croire. C'est un retour sur investissement. Dans d'autres pays, on prend un conseil. Il n'y a pas de remboursement. Aujourd'hui, on a des systèmes qui prennent en charge 70% et encore, l'entrepreneur cherche à aller trouver les 30%. Il veut même pas, on peut pas, c'est quoi cet esprit d'entrepreneur s'il veut pas investir, parce que c'est de l'investissement. Je mets 1 dirham pour en recevoir 4 ou 5 ou 10. Mais il faut y croire. Donc cet accompagnement aussi gratuit ne sera pas aussi gratuit et pris en compte, pris au sérieux. Quand je sais pas, je vais mettre une métaphore. Quand nous étions petits, nos parents nous disaient toujours, attention à la lumière, attention à la lumière, attention à la lumière. Et on s'en foutait quand on était, je suis désolée pour le terme, mais on était jeunes, on comprenait pas. Mais quand tu es chef de famille, c'est toi qui va faire le tour de toute ta maison pour éteindre toutes les lumières. Ça, c'est mon intérêt personnel. C'est quand je mets ma main à ma poche où je ressens. C'est ça la motivation dont tu parlais. C'est que je me sente impliquée personnellement. C'est mon intérêt, c'est moi, c'est ma motivation. Voilà. Ça. Moi, ce que je voulais compléter, il y avait une conférence organisée à l'ISCAE, donc certains étaient avec nous. Moi, m'avait appelé pour parler de l'entrepreneuriat, et les jeunes qui étaient des futurs lauréats ne posaient la question qu'à des DRH pour dire comment ça marche pour les salariés. Moi, j'avais pas beaucoup de questions, donc je me suis dit de l'autre côté, parce que je me suis dit, il y a l'esprit entrepreneurial, c'est des jeunes, etc. Et après, en réfléchissant, je me suis rappelé un peu les modèles qu'on vivait nous jeunes, où dans la plupart des villes marocaines, vous avez même des familles riches, ils vont donner une petite table à leurs fils, en général c'est les garçons, les filles faisaient autre chose, mais ils commençaient à essayer, enfin il avait un petit budget et c'était à 6-7 ans un apprentissage. Vous avez aussi certaines dans les villes, ceux qui étaient industriels ou même petits artisans emmenaient leurs enfants avec eux. Enfin, il y a un apprentissage qui commence très jeune. Alors ça commence dans la famille, ça commence à l'université. Maintenant, ce qu'on réalise, que la plupart des jeunes ne veulent. Enfin, il y a deux choses qu'on voit. Soit ils veulent être salariés, surtout dans la fonction publique, parce que sécurité de l'emploi. Soit ils veulent lancer une start-up.
Ça, c'est un peu à la mode. On a eu une conférence dernièrement par un Irlandais qui est venu au Maroc parler face à un expert d'entrepreneuriat. Il disait partout dans le monde où je vais, les gens parlent de start-up. Enfin, lui, il appelle d'ailleurs son modèle scale-up. Il a dit, mais moi, je suis venu pour la première fois au Maroc, j'ai vu plein d'entrepreneurs dans la rue. Enfin, pour lui, ceux qui avaient quelques petits produits par terre, ben, il disait ça, c'est un entrepreneur parce que tous les matins, il se réveille, il dit, je vais acheter quelque chose et je vais essayer de faire une marge. Il a dit, au lieu d'aller chercher des startups dans vos pays, moi je pense qu'il y a des experts qui en parleront à la conférence sur les modèles alternatifs, il a dit, essayez d'aider ces gens-là, structurez-les. Donc là, on a des modèles, je crois que ça s'appelle l'économie frugale ou effectuale. Enfin, il y a beaucoup de termes que j'ai appris pendant la préparation. Mais je pense que dans nos modèles, il ne faut pas qu'on cherche des choses trop compliquées, mais structurer ce qui existe. Et aussi dans la famille, dans les universités, essayer d'infiltrer, enfin de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. On a aussi une conférence sur la transmission d'entreprise. Moi, j'accompagne certaines entreprises. Le père de famille qui est industriel, il pousse ses enfants à faire des études, ce qui est une bonne chose, mais il n'a aucun lien avec l'entreprise familiale. Alors souvent, et il entend son père arriver le soir en train de critiquer le fisc, critiquer les syndicats, et après il veut que son fils reprenne. Personne ne critique le fisc. Et il veut que son fils ou sa fille reprenne l'entreprise alors qu'il a fait Polytechnique ou HEC. Donc, il a déjà, pendant cette période où il est censé lui passer la main et le sensibiliser, il n'a que des messages très négatifs. Et après, la plupart des jeunes ne reviennent plus. Ils préfèrent travailler aux États-Unis, en France, parce que le modèle qui lui a été proposé n'est pas bon. Donc, moi, je pense qu'il y a à tous les niveaux, que ce soit familial, académique, une sensibilisation que malheureusement nous n'avons pas fait. Ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire l'administration ne fait pas. C'est vrai que l'administration a un rôle, mais je pense qu'il y a un rôle de chacun. Moi, c'est ce que j'aimerais dire de mon côté. Alors, c'est vrai que tout cela est extrêmement imbriqué parce que on parle de confiance, hein, ce qui fait que aussi, moi je vais vous donner un exemple. Moi je suis fils de fonctionnaire, toute ma famille fonctionnaire, et je crois que je suis un des seuls entrepreneurs et que mon père qui a 83 ans aujourd'hui se demande encore comment tu fais pour pas avoir de salaire fixe à la fin du mois. Il n'arrive pas à comprendre et à se mettre ça dans la tête. Non mais ça revient à la question de mindset et à la confiance dans le système. Juste 2 questions par rapport à ça. Un, tu nous dis voilà, l'entrepreneur qui est dans la rue, qui va acheter, qui va faire une marge. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une réflexion à avoir? On est dans cette espèce de réflexion sur le nouveau modèle de développement économique. On n'a encore rien sur qui nous est fourni de manière concrète, mais on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est considéré comme souvent, je prends, j'achète, je fais une marge, je revends. On est dans une société d'intermédiation. L'économie marocaine est une économie à grande majorité d'intermédiation. Qu'est-ce qui fait que un industriel qui veut lancer un projet industriel, qui va aller devoir chercher des financements, mobiliser des dizaines, voire des centaines de millions de dirhams pour faire une marge au mieux de 3, 4, 5% avec tout l'environnement, qu'est-ce qui va pousser un industriel à le faire plutôt que d'aller vers des activités qui vont être beaucoup plus génératrices de revenus avec beaucoup moins de risques? Et c'est là où j'arrive à la notion de risque. Est-ce que aujourd'hui on est prêt à aller vers le risque dans l'entreprise au Maroc? Si Khalid. Personnellement, dans toute affaire, il y a un risque. Et puis, il y a un adage qui dit « qui ne risque rien ne gagne rien ». No risk, no money. Donc, c'est une culture. Et le risque, il doit être partagé. Malheureusement, au Maroc, tous les acteurs économiques ne jouent pas leur rôle. Moi, je suis prêt à prendre le risque, mais est-ce que la banque qui va me financer mon projet va prendre le risque avec moi ? Actuellement, les banques, malheureusement, accompagnent beaucoup plus les gens qui ont des garanties, qui peuvent donner des garanties aux banques, mais même si leur projet n'est pas un projet tout à fait viable. Alors qu'il y a des porteurs de projets qui ont d'excellents projets qui sont viables, qui ont de l'avenir, mais notre système financier ne les accompagne pas. Et donc, ils ne peuvent pas prendre ce risque et aller de l'avant. Première chose. Ça, c'est sur le plan du financement.
Deuxième chose, c'est aussi l'éducation, et j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, ici au Maroc, malheureusement, depuis l'indépendance du Maroc, on n'a pas inclus dans notre système d'enseignement l'esprit d'entreprendre, parce que c'est un esprit. Dans une famille, généralement, où le père est un entrepreneur, généralement, toute la famille suit parce que on a cette habitude. Par contre, comme vous l'avez dit vous-même, dans une famille où le père, déjà, la famille sont des fonctionnaires, ben, ils continueront, ils vont attendre. Moi, c'est comme, je sais pas, quelque chose qui va descendre, c'est-à-dire un salaire se limiter à cela et voilà. Alors que, donc c'est une question de culture, de formation, et cette culture commence dès le départ. C'est une question d'éducation. Et là, on devrait au Maroc y réfléchir très sérieusement. Il faut inclure dans notre système d'enseignement, depuis le secondaire, dans le système éducatif, l'esprit d'entreprendre. Ensuite, on ouvrira la salle aux questions. Je rajouterai juste que nous n'avons pas cette culture, culturellement, hein, nous n'avons pas cette culture de risque. Moi, je rajouterais qu'il ne risque rien à rien. Je rajouterais quelque chose qui m'est personnel. Je lis toujours le mot risque au mot en arabe rizq. Donc, quand on ne risque pas, on va pas aller chercher la plus-value. Voilà, c'est plus-value. Maintenant, tout est interdépendant. Le risque est lié aussi à la confiance en un système, la confiance en soi, la confiance en ses partenaires, la confiance en ses ressources humaines, la confiance en ses fournisseurs, la confiance en ses clients. Pourtant, on sait pertinemment que nous ne sommes pas encore une entreprise qui prône la confiance. Ça commence dès notre jeune âge. Notre maman commence à vous dire Indek, ça commence chez nous. Pareil, quand vous voulez changer, vous voulez passer du statut salariat à l'entrepreneuriat, Indek. Donc, pour moi, je dis pas un endoctrinement, mais c'est tellement ancré dans notre culture, c'est en train de changer. On va pas dresser blague, c'est en train de changer. C'est pour ça que nous avons aussi d'autres partenaires. Je citerai par exemple Réseau Entreprendre, qui accompagne ces porteurs d'entreprises, de projets et d'autres projets, et ils leur font confiance. Et justement, c'est là la différence, c'est qu'on n'analyse pas le risque, parce qu'il y a un risque marché, il y a un risque opérationnel, les risques, il y a des indicateurs qu'on va aller cocher, check. C'est combien? C'est quoi le taux? Il passe ou il passe pas. Alors que c'est ces types d'entreprises, et ce dont nous avons besoin, c'est nous avons besoin d'y croire. Nous avons besoin de voir si le projet est viable, si le projet est faisable, si l'entrepreneur en lui-même est quelqu'un en qui on peut faire confiance, on peut, voilà, parce que c'est quand même l'argent d'un réseau, c'est de l'associatif, mais c'est quand même je pense que c'est une dynamique et aussi une motivation pour l'entrepreneur quand on va lui dire, écoute, on te fait confiance, on met à ta disposition des accompagnateurs et on est avec toi. Et ça, je pense, c'est ça la différence. Merci. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? S'il n'y en a pas, on enchaîne directement. Vous pouvez lever la main. Monsieur. Bonjour, Noel Araqi, je suis consultant. Alors, effectivement, il y a 2-3 réflexions à avoir. La première, c'est l'expérience du Fogarim, qui est une expérience purement marocaine, où, effectivement, bien, nous sommes en passe de réussir l'éradication de l'habitat insalubre. Et c'est une expérience marocaine. On n'a pas cherché à copier des modèles d'entrepreneuriat ou autres. Et au départ, c'était une véritable gageure. C'était un risque énorme. D'accord? Juste pour dire que nous sommes capables, ici au Maroc, de trouver des solutions à des problématiques réelles. J'en parle parce que j'avais, il y a 20 ans, proposé un projet très intéressant et pour lequel
des banquiers m'avaient dit effectivement, si nous avons une garantie de l'État qui est du même ordre, c'est quelque chose qui peut être très porteur et qui est duplicable et les finances suivront. Alors, c'est vrai, pour connaître un certain nombre de banquiers, le fait est que 90% des financements qu'ils font, d'accord, alors effectivement, ça leur donne de bonnes notations. C'est-à-dire que leur crédit de rente, leur économie de rente, font que c'est plus confortable pour eux de prêter de l'argent contre des garanties que de réellement faire des analyses de projets. Un certain nombre de banquiers m'ont dit, on ne discute pas avec vous, vous n'avez pas les garanties qui vont bien avec ce qu'on veut faire. Donc, c'est un frein qui est majeur. Le financement est un frein majeur. Alors, autre expérience qui a été très positive, on le réalise seulement aujourd'hui, mais il faut aussi benchmarker quels sont nos succès et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il ne suffit pas simplement de dire le passé a été mauvais. Nous ne disons pas suffisamment qu'est-ce qui a été mauvais, mais surtout qu'est-ce qui a été bon. Eh ben, c'est ce qu'on va faire juste après. Alors, dernier point, le crédit jeune promoteur. Oula. Ce qu'on est en train de faire, bien sûr que beaucoup l'analysent comme des échecs. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de casses. Mais c'était le début de quelque chose. Bien sûr qu'on a créé, on a semé la graine d'avoir envie. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes éducatifs, et je ne parle pas que du Maroc, la compétition, c'est pas sortir et créer l'entreprise. La compétition, c'est le carriérisme. Quel salaire je vais avoir à la sortie de cette école? Aujourd'hui, même dans le benchmarking des écoles, c'est de ça qu'on parle. Alors, c'est quand même une question qu'on n'a pas abordée. Le pognon. Merci, monsieur, parce que quand on fait du business, c'est quand même pour gagner de l'argent à un moment donné. Et on a l'impression que c'est juste un concept. Pas sur un salaire. Bah ouais, mais c'est quand même pour se payer un salaire à la fin du mois. Merci, vous pouvez applaudir nos intervenants. On va passer au deuxième panel. Merci à vous. Oui. Je te laisserai les annoncer à la fin. Ok, ça marche. Bien, alors, on va enchaîner avec 4 intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander d'accueillir monsieur Claude Ananou, professeur à HEC Montréal, et qui est fondateur de la méthode SYNOP. Il nous expliquera de quoi il s'agit. C'est anti-business plan, voilà, c'est-à-dire à tous ceux qui juraient par le business plan, vous le prenez, vous le déchirez, vous le mettez à la poubelle, on se le met sur l'oreille, on fera autre chose avec. Ouda Brada, présidente du réseau Entreprendre, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Mehdi Ktiani, président de la commission digitale CGEM et Maroc Numérique Cluster, président de DXC Maroc. Et Aziz Senni, président de C'est Mon Taxi, coprésident de la commission nationale Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale au sein du MEDEF, qui est le miroir de la CGEM en France. Alors, vous avez vu tous les effets spéciaux qu'on a. On va essayer de faire en sorte, on va juste vérifier que tout fonctionne bien. Je crois que celui-là fonctionne bien. Essayez juste les micros pour qu'on n'ait pas de soucis. Alors, je vais quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. On a essayé de défricher. C'est vrai que pour ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est vrai que sinon il nous faudrait toute la journée juste pour parler de ça. C'est pour ça que le salon est sur 2 jours et qu'on a essayé de compartimenter toutes les conversations. Juste faire un petit tour de table et vous faire réagir très rapidement par rapport à ce que vous avez entendu, parce que ça serait intéressant d'avoir votre position sur les différents points qui ont été évoqués. Aziz. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Ce qui a été dit sur l'entrepreneuriat me rappelle beaucoup de choses. J'ai moi-même entrepris sur une première entreprise il y a quelques années. Il y a un point qui est fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est la dynamique qui se crée au départ. Que ce soit sur une énergie positive ou une énergie, celle que j'appelle du désespoir, c'est-à-dire je monte ma boîte parce que j'ai pas le choix. La dimension de l'entrepreneur, c'est d'apprendre aussi en marchant et quelque part de transformer tous ces points négatifs, une forme de jiu-jitsu psychologique, et de transformer les points faibles en points forts.
Ça, c'est le premier point. Donc, quel que soit le milieu social, quelles que soient les conditions, c'est de se lancer, quelle que soit la raison. In fine, l'entrepreneuriat transforme toujours tout de manière positive. Ça, c'est le premier point. Et pour être très rapide, le deuxième point, mais je pense qu'on en reparlera, c'est l'accès au financement. Et bien sûr qu'on est là pour pointer aussi les dysfonctionnements. Moi, je suis un Marocain du monde, je suis un Franco-Marocain, et j'entreprends actuellement en Afrique. Et je vois aussi les défaillances du système bancaire marocain qui a envie de conquérir, qui est le bras armé du Maroc et d'une diplomatie aussi très forte de Sa Majesté. Et je vois les points, je vois les freins qui sont pas forcément très importants, mais qui me semblent parfois être une forme de négligence, manque de sérieux dans certaines approches de marché. Donc les banques, oui, il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais je pense qu'on est là aussi à la fois pour pointer les dysfonctionnements et puis pour faire des propositions, et on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Sektani. Merci. Je vais peut-être insister sur la partie un peu ouverture au monde. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'accords de libre-échange et de choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, entreprendre, ça peut plus être une entreprise, ou en tout cas dans le monde que je connais bien, le monde du digital ou de l'économie du savoir, ça peut plus être une entreprise qui est maroco-marocaine et qui s'occupe que du marché marocain. Le marché marocain est grand, mais minuscule comparé à tout ce qu'on est capable d'adresser dans le monde. Et quand on est dans l'économie du savoir, quand on est dans le monde du service, on peut adresser le monde entier. Et le vrai problème qu'on a au Maroc, c'est que le Maroc est un pays ouvert pour venir, mais est un pays fermé pour partir. Donc effectivement, on peut pas, et aujourd'hui, vous pouvez pas exporter correctement, vous ne pouvez pas investir correctement à l'étranger, et vous avez non seulement des blocages bureaucratiques, mais aussi un office d'échange très présent qui fait que on n'arrive pas à exporter ces services de façon efficace, ou en tout cas pas comme on pourrait l'être, et il y a effectivement un déséquilibre entre ce qui rentre et ce qui est capable de sortir. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est important à souligner, que c'est dans le monde de l'économie du savoir, il faut qu'on soit aussi ouvert en sortant qu'en entrant. Donc ça, c'est pour ça, je pense aussi qu'on a du mal à se développer, c'est parce qu'on est concentré sur le marché marocain, qui reste un marché tout petit. Ça, c'est premièrement. Ensuite, le Maroc, pays d'entrepreneurs, évidemment que le Maroc est un pays d'entrepreneurs. Les gens entreprennent pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, et ça a été dit, mais peu importe, ils entreprennent. Il y a beaucoup d'initiatives. Monsieur citait des initiatives du passé. Il y a aussi des initiatives qui existent aujourd'hui qui permettent d'entreprendre. Je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est effectivement arriver à mieux structurer cette appropriation de ces initiatives pour permettre je pense qu'on parlera ensuite d'innovation et d'économie digitale, donc je vais pas m'étendre. Merci Sektani en tout cas d'avoir pointé ce point qui est moi qui ai l'occasion d'animer beaucoup de ce genre de débat où on reçoit des investisseurs étrangers, où on vend le Maroc à l'étranger, on a coopération nord-sud, mais on oublie avec beaucoup d'hypocrisie souvent de dire que nous on peut pas aller là-bas. Enfin, on peut y aller, mais c'est compliqué et que ça accentue la fracture dans le type d'entrepreneur qui peut aller avoir une expérience à l'étranger et puis essayer de voir ce qui s'y passe. Alors que tous les pays font l'inverse. Alors que tous les pays font l'inverse. Voilà. Ils ouvrent leurs portes pour sortir et ils les ferment plutôt à l'entrée. On se disait tout à l'heure avec Omar en aparté que l'hospitalité marocaine, on ouvre nos portes, mais nous on reste chez nous. Surtout on bouge pas. Donc c'est super. Voilà. Ouda. Ceci étant dit, alors juste quand même c'est intéressant de revenir sur le réseau Entreprendre. Est-ce que fait le réseau Entreprendre? Bonjour, merci en tout cas de m'avoir convié à cette conférence et puis bravo aux organisateurs. Donc rapidement, le réseau Entreprendre est une association. C'est une association française d'origine qui a été ouverte en 85 par la famille Muliez, très connue pour leurs marques telles que Decathlon, Auchan et j'en passe, le Roi Merlin. L'un des fondateurs du réseau Entreprendre était donc un héritier de la famille qui devait fermer une des usines dans le textile, l'usine Fildar. Et il était dépité à l'idée de mettre à la porte 300 collaborateurs, parce que c'était 300 familles qui allaient être au chômage et dans la paupérisation. Donc il a décidé de mettre en place de l'essaimage, c'est-à-dire les accompagner pour développer leur propre projet. Aujourd'hui, le réseau Entreprendre existe dans 11 pays dans le monde. C'est plus de 15 000 chefs d'entreprise. Au Maroc, ça a démarré en 2005 avec la participation de quelques chefs d'entreprise chevronnés et qui croyaient en la mission du réseau Entreprendre. Donc, ils ont mis leur propre denier pour accompagner ces jeunes entrepreneurs.
Depuis 2011, on a développé le réseau. On est sur 8 sections au Maroc. Donc, Casa, Rabat, Marrakech, Agadir, Ben Guerir, Jdida, Tanger. Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai envie d'être positive, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, on devait être positif, même si on accompagne les jeunes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment au démarrage de la vie entrepreneuriale. Un point évoqué par Fatem Zahra qui est très juste. On croit en l'individu. Et personnellement, je pense que entreprendre et être entrepreneur, ça ne s'apprend pas. C'est un état d'esprit. C'est une personne. C'est quelqu'un qui aime le challenge. Quelqu'un qui veut se surpasser, qui a des rêves, qui est rêveur et qui fait en sorte que ça fonctionne en étant accompagné correctement. Et nous, ces jeunes qui se présentent à nous avec des projets pertinents, intéressants, pas forcément que dans l'innovation, tout dépend des régions, eh bien, on les accompagne. On les accompagne sur une période assez longue puisque on a à peu près 2 à 5 mois de pré-accompagnement qui se fait entre le moment où la personne se présente avec une idée de projet. On lui donne les outils, on lui demande de faire son business plan, faire son business model. Je suis désolée, apparemment vous étiez contre les business plans. Il nous a encore rien dit. Ah, c'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure. J'étais un peu inquiète. Non, mais en tout cas, on regarde leur business plan, mais surtout leur business model. Ce business model est challengé pendant entre 2 et 5 mois, puisqu'il rencontre 5 à 6 chefs d'entreprise en rendez-vous one-to-one, qui va revoir ce business model, le challenger par rapport au contexte, à l'environnement, le marché, etc. Et très souvent, après cette série d'entretiens, le business model a déjà été modifié un certain nombre de fois, ou en tout cas, on a apporté quelques améliorations. Ensuite, on a une phase charnière qui s'appelle le comité d'engagement, où nous invitons donc ces jeunes candidats à présenter, à pitcher leur projet face à 6 membres de l'association qui sont à 90% des chefs d'entreprise, qui connaissent les sujets de l'entrepreneuriat sur les bouts des doigts. Et ensuite, à l'unanimité, on opte pour garder ce candidat et le choisir comme lauréat ou pas. Et après cette étape charnière, démarre en fait une période de près de 3 ans d'accompagnement où ce lauréat va avoir un ange gardien qui est un membre chef d'entreprise qui va l'accompagner pendant 3 années, qui sera toujours là pour lui ouvrir des portes, pour de la connexion. Parce qu'il faut être réaliste. Au Maroc, quand vous démarrez, vous avez très peu de chances que les gens croient en vous au démarrage. Donc, il faut un coup de main. Il faut que quelqu'un casse les portes, vous présente les bonnes personnes, vous aide à tracer votre chemin pour qu'on vous découvre et qu'on vous connaisse. Ça, c'est la première des choses. En parallèle, on a des formations mensuelles sur des soft skills ou sur des sujets qui sont demandés par les lauréats pour leur permettre de répondre à des interrogations techniques qu'ils ont de manière permanente. Et enfin, on leur octroie un financement. Alors certes, il n'est pas très important. En tout cas, on accompagne la CCG sur le programme InnovStart et InnovIdea, donc ça peut aller jusqu'à 750 000 dirhams. Dans le programme Réseau Entreprendre en lui-même, on peut donner jusqu'à 100 000 dirhams par lauréat. Encore une fois, ce sont des prêts personnels parce qu'on croit en la personne et on pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ces gens sont suivis pendant 3 années. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner un beau chiffre parce que c'est important. Et puis on a dit qu'on allait être positif, n'est-ce pas? Donc voilà, Réseau Entreprendre. Positif et réaliste. Alors, on va être réaliste. Voilà, positivement, on a 86% de taux de réussite de nos entreprises qui dépassent le stade de 3 ans et qui survivent. C'est un taux qui est inimaginable. C'est très important. Maintenant. Alors, c'est vrai que je suis désolé de pinailler, mais encore une fois, lorsqu'on parle de business, ok, survie, parfait, c'est génial parce que par rapport aux chiffres qu'on a, c'est excellent et c'est bien au-dessus. Mais après la survie, il y a la rentabilité, il y a le fait qu'une entreprise, si elle existe pour être à 0, ça ne sert à rien. Est-ce que après justement, il faut qu'on ait des entreprises rentables, il faut qu'on ait des entreprises qui puissent être, on dit scalable, comme on dit, mais bon, qui puissent évoluer. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Donc la première des choses, c'est que c'est un chiffre très important, mais il faut quand même le prendre avec précaution, c'est-à-dire que on a jusqu'à maintenant, on en est fiers, on a 270 lauréats qui sont sortis du Réseau Entreprendre. Donc au final, on se dit que versus tout le besoin qui existe sur le pays, c'est dérisoire et c'est peut-être pour ça que les taux sont si importants. Et c'est certainement vrai. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on a un modèle qui fonctionne. C'est un process qui est
complètement ajustable à grande échelle si jamais on y met les moyens. Et c'est pour ça que je milite en ce sens, parce que j'y crois. Parce que quand on a un parrain, un ange gardien qui est là pour vous suivre à tout moment, que vous avez des gens qui vous écoutent, la solitude de l'entrepreneur est une réalité. Et c'est vrai que aujourd'hui, bon, malheureusement, c'est un état de fait. Le cadre d'accompagnement, enfin législatif et autres, n'est pas très favorable aux jeunes entrepreneurs, que la partie bancaire ne l'est pas non plus. Donc, en fait, c'est très important dans ce démarrage d'avoir cette structure d'accompagnement. Mais après, il est nécessaire effectivement pour passer en phase de croissance et de développement, qui est la confiance des banquiers, qui est la confiance d'un certain nombre d'intervenants et d'acteurs de l'écosystème pour permettre que ces gens réussissent convenablement dans leurs projets. Et j'ai quand même envie de dire que sur les 270 lauréats, donc ce sont ceux qui ont survécu de 86%. Certains ont fait de très très belles réalisations, qui ont de très belles entreprises. D'autres, effectivement, en ont fait moins. Mais on a quand même une obligation par rapport à notre association, c'est de demander aux gens d'embaucher au moins 3 à 5 collaborateurs sur la période d'accompagnement. Donc j'estime qu'à partir du moment où on a une équipe de 3 à 5 personnes, c'est déjà une réussite. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Claude, déjà une réaction par rapport à ce qui a été dit rapidement, et ensuite, parce que je pense que tout le monde vous attend là-dessus, parce que il y a c'est vrai que c'est intéressant de voir des alternatives dans la manière de dresser les perspectives d'une entreprise, de la manière avec laquelle on la présente aux banques pour sortir de la sacro-sainte doxa des prévisions à 4, 5 ans avec différentes manières de calculer la rentabilité ou les besoins en foudrement sur certaines années. Alors déjà, votre petite réaction et ensuite vous nous présenterez votre approche Sinop. Alors bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je veux remercier les organisateurs de ce salon de me permettre de participer. Et je vais peut-être pas répondre tout de suite à ta question, sur même l'approche Sinop, parce qu'on va faire une conférence demain, il y aura un workshop demain, donc je veux pas faire 105 minutes, je veux pas effrayer les gens. Mon attitude est toujours très positive envers l'entrepreneuriat, et comme j'aime dire des fois aux porteurs de projets, à mes étudiants, je dis moi ça fait 2500 ans que l'entrepreneuriat existe, on ne l'a pas inventé le siècle dernier ou quoi que ce soit, et puis il faut revenir à beaucoup de fondamentaux, de beaucoup de bon sens. Et pour moi, dans chaque personne, homme, femme, vieux, jeune, éduqué, pas éduqué, il y a une petite graine d'entrepreneur. J'aime dire des fois même que l'homme des cavernes et la femme des cavernes, surtout peut-être, devaient être déjà entrepreneurs. Donc c'est ça qu'il faut aller rechercher. Et bien souvent, que ce soit au Québec, au Canada, en France, au Maroc, en Algérie où je participe, là, on essaye de souvent passer à travers cette étape de revenir aux fondamentaux de ce que c'est l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir une nouvelle approche et à reprendre des choses très simples. Je suis pas, entre guillemets, contre les gens qui font de l'encadrement, mais à un moment, moi, j'ai étudié ça. Je dis, bon, ok, on encadre des gens, très bien. Et on s'est aperçu que 90% des entrepreneurs n'ont jamais été encadrés et ça fonctionne. Donc, tout ce qui est de l'encadrement, c'est une particularité pour certaines personnes qui ont besoin. Il y a des gens un petit peu plus insécures, manque de confiance. Et il faut travailler sur 2 choses qui ont été dites. L'esprit d'entreprendre, d'accord? Ça, c'est en amont. Et quand vous parliez que peut-être ici au Maroc, c'est pas fait assez dans les écoles, quoi, c'est très facile à rentrer. Inviter un entrepreneur 1 fois par mois à venir parler de son parcours, ça sera pas un modèle exact à suivre, mais ça va donner aux jeunes qui n'ont peut-être pas de parents entrepreneurs de dire ah c'est ça un entrepreneur, je l'ai touché, j'ai posé des questions. J'organise à titre d'exemple, moi, parce que même à l'université, je vais vous dire, c'est trop tard. Ils veulent déjà le diplôme et des choses comme ça. Donc j'organise, ça s'appelle folie entrepreneuriale même. On a utilisé le mot folie pour s'éclater des jeunes de 15 à 17 ans. On leur dit pas qu'ils vont faire de l'entrepreneuriat. Peu importe ce qu'ils feront dans leur vie, ils vont le voir avec une optique entrepreneuriale. Et on leur fait faire des choses qui sont sur des soft skills, sur la confiance en soi, d'oser, tous ces termes-là qui sont pas que des termes entrepreneuriaux, qui sont des termes pour être heureux dans la vie. Et nos statistiques prouvent que, pour être encore positif, les entrepreneurs, oui, vivent des hauts, des bas, des difficultés, mais en moyenne sont plus heureux qu'un salarié. J'aime dire à mes étudiants, j'ai un cours le lundi matin, qui a vu dans le métro ce matin des gens aller au boulot et dire « Oh oui, je vais au boulot », vous savez, comme les petits nains. Personne.
70% des gens qui vont travailler le matin n'ont pas la pêche pour y aller. Les entrepreneurs, eux, ils sont peut-être rentrés même le samedi et le dimanche, entre guillemets, et souvent au moins motivés parce qu'ils ont les mains sur le volant de leur vie. Et ça, c'est très important. Pour revenir maintenant, alors, sur notre approche, c'est une approche, à un moment, vous voyez, j'ai créé une douzaine d'entreprises dans ma vie, dans 12 secteurs, sur 3 continents. Moi, c'est très simple, je regarde les besoins des gens. Donc, on va, sur le workshop et tout, on parlera aussi de ce méta-besoin, qui est aujourd'hui très complexe, parce que les besoins sont plus psychologiques que physiques. Donc, on va travailler là-dessus. Et je me suis aperçu que tout ce qui se passait dans les milieux d'enseignement ou dans les institutions d'encadrement, on était sur le plan d'affaires et je voyais les gens n'étaient pas toujours, d'accord, très radieux de voir, oui, pendant 3 mois, 6 mois ou plus, une personne qui m'a dit, elle en a fait 72, mais elle a jamais démarré, mais elle a fait 72 plans d'affaires sur son projet. Je voyais que c'était pas toujours le nirvana pour ces gens-là. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça une approche, c'est même pas une méthode ou quoi que ce soit. Je veux pas être dogmatique. Je dis, tiens, moi, je vais travailler pour les 90% qui n'en font pas. Et pourquoi ils n'en ont pas fait? Et c'est comme ça que on a un MOOC où j'ai plus de 15 000 personnes qui me suivent à travers le monde ou quoi. Je dis, bon, voilà, encore ce matin, quelqu'un m'a approché. Bonjour, monsieur Ananou, je vous ai suivi sur mon MOOC et j'ai dit, voilà, on a fait notre travail pour des gens qui, peut-être, ne voulaient pas avoir un certain cheminement entrepreneurial. Alors, pour revenir, par contre, sur ce qui a été dit tout à l'heure, vous allez voir, je suis très, on me dit critique, mais je pense pas que je suis critique, mais on se voit jamais. J'aime bien toujours voir l'autre côté de la médaille. Il y a toujours 2 faces à une médaille. Et bien souvent, si vous oubliez l'autre face, alors si vous regardez que le face, vous ne savez pas combien vaut votre pièce. Alors moi, j'aime bien aussi regarder le pile. La pièce vaut combien. Et à titre d'exemple, il y a plein de paradigmes, plein de quiproquos, de termes utilisés qui sont mal compris. À titre d'exemple, alors je vais vous en prendre un, et pas négativement, parce que je le vois complètement autrement, le mot risque. On m'a souvent dit, oui, les entrepreneurs sont des gens qui sont prêts à prendre des risques. Alors après, on m'a dit des risques calculés. Je dis, vous me direz l'unité de mesure. Moi, je l'ai pas trouvé encore. Et je dis, en fait, le mot risque est pas un terme d'entrepreneur. C'est faux. Ça n'a jamais été un terme d'entrepreneur. C'est un terme qui existe dans les assurances et les probabilités des statistiques. C'est ça le mot risque. Moi, j'ai une assurance pour ma maison, et puis l'assureur a fait une moyenne, il y a un actuaire, une assurance vie ou quoi que ce soit. C'est ça Alors, oubliez ce terme risque. Vous allez voir, je suis un petit peu des fois provoquant. Il n'y a pas des projets à risque, Paris. J'entendais tout à l'heure des projets viables ou des projets pas viables. Qui suis-je, moi, pour dire à mon étudiant, mon porteur de projet, ah oui, ton projet, il est viable. Là, il va y aller. Ça marche pas, il vient me revoir et dit, moi je suis avocat de formation, je dis, prends un bon avocat, attaque-moi, parce que en tant que prof ou en tant que personne qui t'a encadré, je t'ai dit, vas-y, c'est viable, quoi. À l'inverse, j'ai vu aussi dire des gens, oh, il est pas viable, votre projet, ça marchera pas, et ces gens-là démarrer cette entreprise-là et aujourd'hui être multimillionnaires. Et revenir voir un prof, ou revenir voir quelqu'un qui encadre et dire, une chance que je vous ai pas écouté. Alors le mot risque, oubliez-le, un projet, c'est une question personnelle. Donc c'est la sensibilité à la perte. Qu'est-ce que vous êtes prêt par rapport à ce projet à perdre par rapport à ce que vous pouvez gagner? C'est tout. Et chaque personne va avoir sa propre sensibilité, d'accord? Et il y en a qui vont y aller, ils n'ont pas peur de mourir. D'autres diront, bon, si j'ai une petite égratignure, je m'inquiète, et ils n'iront pas. Et vous allez comprendre que moins vous êtes sensible dans la vie, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre. On peut perdre de l'argent, on peut perdre du temps, on peut perdre sa famille en entrepreneuriat, on peut perdre sa santé, on peut perdre 2 choses qu'on oublie souvent, tout le temps, et qui sont fondamentales, sa notoriété. Je ne sais pas si au Maroc vous êtes un peu comme les Français, là, mais d'avoir fait faillite, d'avoir échoué, on est ostracisé, on est montré du doigt. Donc le regard des autres, c'est pas drôle, il faut être capable de supporter. Et le 6e élément, le plus important, l'estime de soi. J'ai échoué, pas grave, je vais me relever. Versus, je suis un pas bon, c'est fini, ma vie est finie ou quoi que ce soit. Alors ces 6 éléments-là sont très personnels. Et j'ai pas un modèle pour dire voilà comment il faut être pour être entrepreneur ou pas. Aziz. Alors moi je vais revenir sur la question de financement, parce que c'est quand même un point que tout le monde a évoqué de manière insistante, et c'est vrai que quand on aura beaucoup plus de détails sur l'approche Synops, c'est vrai que ça répond à un besoin
notamment de gestion du risque, de scoring, d'essayer d'évaluer un projet qui soit bankable ou pas bankable, mais c'est vrai qu'en fonction de quoi, en fonction de quels critères, en fonction de quel marché, en fonction de quelle évolution. Moi, j'aimerais juste que tu sois là avec nous aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça nous permet de parler de d'autres entrepreneurs marocains, mais qui sont à l'étranger. On parlait tout à l'heure avec Sektani de la possibilité de ou pas d'aller vers l'étranger, mais il y a une vraie question aussi, c'est qu'on a des entrepreneurs marocains qui sont capables de s'établir à l'étranger, qui réussissent, mais qui ont besoin aussi de moyens de financement adaptés. Aziz. On veut pas que tu parles. Donnez un autre micro. Est-ce que vous pouvez faire passer les micros? On va y arriver. Oui. Merci. Alors, sans langue de bois, déjà, je vais m'étonner d'une chose. Je pensais qu'il y avait qu'en France où on était capable de faire 2 jours de colloque sur l'entrepreneuriat sans la présence des banquiers. Et je m'aperçois qu'à Casablanca, vous êtes aussi fort sur le sujet. Je dis pas qu'ils n'ont pas été invités parce que je crois qu'ils ont été invités, mais le banquier, là encore, démontre son courage par son absence. Et il est souvent absent lorsque les entrepreneurs sollicitent son aide et sollicitent son concours. Son concours J'ai bancaire. rien à voir avec ce monsieur, hein, s'il y a mon banquier dans la coffre. C'est lui Pas qui en m'a ce fait tout moment. mon discours. Plus sérieusement, je fais écho aussi à un discours de Sa Majesté qui exhorte, qui invite vivement les banques à jouer leur rôle. Et c'est regrettable parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de banques sur la place et je suis pas là pour faire le procès de telle ou telle enseigne. C'est simplement de dire qu'il n'y a pas de transparence sur les datas. Vous pouvez avoir n'importe quelle enseigne qui aujourd'hui se présentera aujourd'hui sur la tribune et dira bah, c'est nous les meilleurs sur l'entrepreneuriat, c'est nous qui finançons le plus les startups, c'est nous qui finançons le plus les TPE, c'est nous qui à travers notre réseau international financent le plus les MRE quand ils veulent s'implanter ou développer leur entreprise ou bien dans le royaume ou bien à l'étranger. La réalité c'est qu'il n'y a pas de data. Donc une proposition, parce qu'on est là aussi pour essayer d'apporter des solutions, c'est que ces banques puisque Sa Majesté a invité les députés à voter et à voir quelle action ils peuvent mener avec le levier politique qui est le leur, c'est de faire voter une loi sur la transparence bancaire. Que chaque année, les banques, en annexe de leur bilan, produisent le nombre de prêts accordés, à qui, hommes, femmes, la zone géographique, la taille des entreprises, le profil, et puis les garanties demandées. Et puis quand on aura une bonne fois pour toutes ces données, on verra qui fait quoi, où, et on aura un indicateur, une mesure d'impact, ça a été dit dans la table ronde précédente, pour pouvoir apporter les mesures correctives. Or, aujourd'hui, sur le sujet, on parle presque un petit peu dans le vent, puisque, en fait, soit tout le monde a tort, soit tout le monde a raison, on n'a pas d'indicateur. Ça, c'est le premier point. Donc, ce serait bien que les banques fassent leur autocritique et soient un petit peu plus constructifs. Le deuxième, c'est lié à une expérience. Moi, j'arrive de France, 20 ans d'entrepreneuriat, tous ces débats, j'ai été un acteur de l'entrepreneuriat là-bas, en particulier dans les banlieues, avec le réseau Entreprendre, entre autres. Et je me suis installé au Sénégal. Et je me suis dit, bon, je vais m'installer au Sénégal, j'ai cette fibre africaine, je vais travailler avec des banques africaines, et donc en particulier les banques marocaines. C'est quand on arrive d'un pays d'Europe où c'est très structuré. Bien sûr, tout n'est pas rose avec les réseaux bancaires. Mais qu'on arrive en Afrique, il vous faut 6 mois pour traiter une demande de crédit d'1 million d'euros avec une caution, une garantie d'un fonds d'État, et que le premier tour de table, enfin le premier comité d'investissement est fait localement et qu'on vous dit ensuite « Ah ben messieurs, vous savez, il y a encore un petit peu d'attente parce que le dossier va remonter à Casablanca ». Vous avez le temps de mourir 100 fois, comme on dit dans l'expression. Je ne comprends pas qu'il y ait besoin de tant de temps pour traiter des dossiers sur de la start-up ou sur de la PME. Je comprends aussi que le banquier, il n'est pas là pour prendre des risques, ça fait 20 ans, on pourra lui répéter de prendre des risques. Quand il prête de l'argent, il veut être sûr qu'on lui rende. C'est d'ailleurs pour ça que dans des tas de pays, les États ont mis en place des garanties. Le nombre de garanties, si je prends l'exemple de la France, que par définition je connais bien, le succès de la Banque publique d'investissement de BPI, c'est simplement l'échec des réseaux bancaires. L'État a tellement développé de garanties, mais c'était en face du refus de ces banques de jouer leur rôle de prêt. Par contre, excusez-moi, je vais faire le procès un petit peu de ces banques, parce qu'elles vous disent qu'elles vous prêtent pas.
Par contre, sachez que votre argent, et là je parle de tous les réseaux bancaires mondiaux, sont capables de structurer des produits en mode Madoff, et quand la crise est là, d'être capable, parce que ce ne sont pas des capitalistes, de se tourner vers l'argent public pour demander à ce qu'on comble leurs pertes. La banque n'est pas capitaliste. La banque est collectiviste. La banque est communiste. Elle perd. Moi, quand je suis dans le bureau d'un banquier et que je lui dis, monsieur, mon entreprise ne tourne pas, je dis, monsieur, vous avez un défaut de marché, votre produit est pas bon, déposez le bilan. Par contre, la banque ne dépose jamais le bilan, même quand elle est en perte. Donc, il y a une réflexion aussi sur le rapport entre les pouvoirs publics et ces institutions bancaires. D'ailleurs, il faut regarder, prendre du recul et regarder, c'est que vous avez aujourd'hui l'émergence de produits financiers 3.0, vous avez de la fintech qui arrive, vous avez Google, Facebook qui s'intéressent au sujet parce que le mode de financement de l'entrepreneuriat, le mode de financement de la croissance économique, de ce vieux monde, avec le vieux scoring dont vous parliez, des gens qui vous parlent d'entrepreneuriat dans des bureaux, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise autre qu'une banque. J'ai été reçu dans une enseigne banque marocaine avec un dossier structuré par Price, le business plan fait par une fiduciaire dont le patron est un ancien patron de fonds. Une petite jeune de 25 ans qui me dit « Votre projet est mal ficelé. Mal ficelé pour qui? Pourquoi ?» Donc, vous avez aussi cette connaissance de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, où vous avez des gens qui, derrière un bureau, ont un tableau Excel et cochent des cases. Donc, comment voulez-vous avoir le même langage? Et on est obligé de devenir schizophrène avec les réseaux bancaires. Parce que eux parlent un langage et vous en parlez un autre. Donc, où est-ce qu'on apprend le langage banquier? Y a-t-il une formation à l'université pour parler aux banquiers? Ouais, bon, on va se faire tous bouffer nos cartes, moi, je pense tout à l'heure. Mais tout ça, il m'a bien précisé qu'il fallait que je dise tout ça, et c'est je vous assure. Non, mais c'est intéressant parce qu'après, bon, bien sûr, bien entendu, on a depuis un certain temps eu notamment la sous-traitance et l'externalisation des garanties, notamment à travers les CCG. Au départ, ça fonctionnait pas trop avec les banques, et puis là, ça a pris vraiment sa vitesse de croisière, ça a fonctionné, mais je pense que cet après-midi, il y aura justement des représentants de CCG pour en parler et nous donner ces... Oui. Une petite phrase là, pour Aziz. Si vous vous présentez avec un business plan devant un banquier qui vous dit c'est mal ficelé et tout, dites-lui tout simplement, avant de venir chez vous, j'aimerais bien avoir le business plan de la banque. Où c'est que vous serez dans 3 ans, dans 5 ans? Parce que je peux vous assurer, quand je disais ça en 2008 à mes banquiers, ils baissaient les yeux. Tous. Hein, parce que je dis, si c'est si sûr que ça, dans 5 ans, une banque existe encore, fait encore des profits, je vais investir tout de suite en bourse sur votre titre, mais je suis pas sûr, parce que les banques aussi sont très fragilisées. Attendez, d'ici quelques mois, peut-être, ou d'ici une année, on va voir le système bancaire, comment il va réagir. Alors, demandez-leur leur business plan aussi sur 5 ans. Juste un dernier mot, une expression populaire qui montre tout. Hein. On dit que le banquier, l'entrepreneur dit souvent, le banquier me suit. Ce qui est regrettable, c'est qu'il est jamais à côté de vous, il est toujours derrière. Ce qu'il faudrait, c'est aider les banques à comprendre qu'elles doivent être à côté et non plus derrière, parce que derrière, ça veut dire qu'elles vous laissent tout seul. Et la plupart des entrepreneurs ont besoin, certes, du banquier pour un financement, mais il faut aussi des banquiers pédagogues, des banquiers qui soient accompagnateurs. Alors on me dit souvent, oui, mais là, tu parles de banque d'investissement, c'est un autre rôle, etc. Je dis non, ça s'appelle la notion de service, prêter de l'argent et avoir du conseil, je pense que ça peut être légitime comme démarche. C'est Ktani. Sur ce point-là, rapidement, parce que c'est vrai que là, on parle vraiment que du système bancaire classique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que il y a les fonds d'investissement, il y a le capital risque qui a un très faible taux de pénétration au Maroc ou même dans la zone MENA, et on en attend beaucoup de ça. On attendait beaucoup aussi de la finance participative qui était censée être une finance justement éthique. Mais non, alors nous, la finance participative chez nous, c'est pas le crowdfunding, c'est la dénomination de la finance islamique au Maroc. C'est juste pour te préciser. On a une loi sur le crowdfunding, mais bon, on peut en discuter. C'est ça l'avenir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'arrive pas à susciter l'apparition du capital risque comme étant vraiment la solution pour financer l'entreprise, les business angels, qu'on ait des anges qui viennent financer, non pas les anges qui viennent vous accueillir au paradis des entreprises qui sont mortes. Est-ce que c'est ça demain? Il vous faudrait peut-être rétablir la confiance? Ouais, je sais pas si je peux répondre très précisément à cette question, mais bon, je pense que les banquiers sont pas venus parce que tu avais dû les briefer que ça allait être assez chaud pour eux. Donc forcément, ils étaient pas là. Maintenant,
entreprendre, ça reste quand même une prise de risque. Hein. Il faut qu'on se le dise. Dire le risque et entrepreneur, ça marche pas ensemble. C'est quand même très lié, très corrélé. Et évidemment, les banques, ils ont quand même le risque. Et c'est vrai que l'image est assez belle de dire la banque suit et n'est pas forcément aux côtés. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ils suivent aussi parce qu'ils analysent les risques. Donc la banque peut pas tout financer. Elle peut pas financer toutes les échelles d'entreprise. Et je pense que je vais plutôt laisser des réseaux entreprendre ou des institutions comme ça évoquer ce type de sujet. Maintenant, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Et dans l'entrepreneuriat, on disait oui, mais l'entreprise est là pour générer de l'argent. Oui, c'est vrai, mais elle est là aussi pour proposer une valeur ajoutée. Alors c'est vrai qu'on parlait, je crois que c'est toi qui disais le Maroc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'intermédiation. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de commerce. Maintenant, commerce d'intermédiation. Après le Maroc, ou en tout cas entreprendre, ce n'est pas que ça. Entreprendre, c'est aussi être un industriel. Industriel, pourquoi pas du service, hein, pas forcément que de la transformation, mais être industriel, apporter une valeur ajoutée différente de celle de faire du commerce. Et financer des entreprises, pour rester lié à la question, financer des entreprises de service, c'est effectivement de l'industrie du service, c'est effectivement un exercice qui est compliqué. Il y a beaucoup, j'ai vu, on entendait consultants, conseils, c'est effectivement difficile de financer des entreprises du conseil, difficile de financer des entreprises de biens immatériels ou de services. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on doit apprendre, que les banques doivent apprendre pour financer des projets. Alors, je vais peut-être pas dire une vulgarité en disant des projets viables, mais effectivement un projet qui tient la route, avec un business plan qui tient la route pour pouvoir permettre de développer une entreprise de service, parce qu'elle mérite tout autant qu'une entreprise industrielle de biens matériels. Alors, tu es le président de la commission digitale au sein de la CGEM, et justement, ça nous permet d'arriver, de faire une petite transition vers la capacité de l'entreprise marocaine à créer de la valeur ajoutée, et donc d'innover. Hein? Alors, c'est vrai que l'innovation n'est pas, on a tendance, encore une fois, ces derniers temps, de lier automatiquement innovation au digital. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il y a une grosse partie, quand même, bien évidemment, de l'innovation qui est liée au digital. Je vais reprendre le chiffre de cette année du classement du Maroc sur l'indice WIPO, donc l'Office mondial de la propriété intellectuelle. On a gagné 2 places, encore une fois, cette année. Je pense qu'on est 72e ou 74e. Je pense 72e. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, on se pose la question de savoir si on est capable d'innover vraiment dans les vrais sens du terme. Et moi, je dirais innover. Il y a beaucoup de définitions de l'innovation. C'est de transformer des idées en factures. C'est d'essayer de créer, au-delà de disrupter, au-delà de créer des licornes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a notamment, alors, prenons le digital, parce que c'est vrai que c'est une part qui t'intéresse considérablement. Est-ce qu'on est capable d'innover? Est-ce qu'on a vu émerger de vraies innovations au Maroc? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut insuffler cette dynamique, cette notion de vouloir inventer des choses? Alors, bon, déjà, le Maroc innove pas digital, on en entend beaucoup parler dans les débats, encore des petits déjeuners, des déjeuners, oui, le Maroc, c'est ni digital, ni innovant, ni rien du tout, ni entrepreneurial, enfin bon, il y a rien qui va. Tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. Archi faux. Il suffit de regarder, moi je dis souvent sur ce que je connais, je vais pas parler de ce que je connais pas, mais de ce que je connais. Si vous regardez Casashore, vous regardez Technopolis, vous avez des dizaines de milliers d'emplois dans le digital au standard mondial. Donc les Marocains, le territoire Maroc, la communauté marocaine au Maroc, mais aussi à l'étranger, elle sait très bien innover, elle sait très bien entreprendre, elle sait très bien créer de la valeur ajoutée au bon standard. Et d'ailleurs, pour revenir au débat sur le libre-échange, bien sûr qu'il faut du libre-échange, on est obligé de faire du libre-échange dans ce domaine-là, et on sait le faire à partir d'ici, donc il n'y a pas besoin d'aller inventer autre chose, on sait le faire. Donc on arrête, on peut en discuter pendant des heures si vous voulez, mais on arrête. Le Maroc, c'est innover, c'est entreprendre, dans le monde du digital ou d'ailleurs, au bon standard. Alors je vais pas parler du textile parce que je le connais pas, mais si on n'est pas dans le bon standard au textile, évidemment qu'on peut rien vendre. On peut peut-être vendre au Maroc si on se fait protéger, mais ça va durer combien de temps? Et puis on va mourir assez rapidement parce qu'on va se retrouver avec d'autres problèmes. Donc le sujet est pas le Marocain sait pas entreprendre, le Marocain n'est pas digital, le Marocain n'est pas innovant. Oui, il peut le faire. Maintenant, ce qui est certain,
c'est que le Maroc, c'est pas parfait non plus. Alors même, on parlait de la France il y a quelques temps, il y a quelques moments, et c'est vrai qu'en France aussi, c'est pas parfait. Mais le Maroc, c'est peut-être encore un peu moins développé ou un peu moins facilité que ce qui existe là-bas. Ce qui est certain, c'est qu'au Maroc, quand on veut innover, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas forcément dans le mindset. C'est vrai que c'est plus facile de faire du commerce que d'entreprendre pour faire une industrie parce que c'est plus long terme. Quand c'est plus long terme, il faut des banques, il faut ci, il faut là, donc c'est plus compliqué. Et puis, il y a un gros sujet, et je suis ravi de voir, il y a peut-être pas des banques, mais il y a des universités. Alors, je vois l'université de Stade, je vois l'université Hassan de Casablanca. C'est superbe que, puisqu'on parle de smart entreprise, l'université est là, hein. Il faut le saluer. Et, dans l'innovation, il y a, enfin, en tout cas, moi, je connais. Évidemment, on sait innover sans l'université. On n'a pas forcément besoin de changer de l'université pour changer son entreprise au quotidien. Par contre, l'université est un élément fondamental. On parle de la France. Vous êtes sur le plateau de Saclay. Vous avez des clusters, vous avez des universités, vous avez des entreprises. Tout le monde est ensemble tendu par un seul objectif, justement innover. Et dans le monde, en particulier de cette économie du savoir et du digital, tu dis digital ou pas digital, ça appartient à tout le monde. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, 3/4 de l'innovation vient du digital. Donc, de fait, elle vient se positionner un peu partout pour le micro, pour les effets, pour ce qu'on veut. Et donc, il faut absolument créer ce lien entre l'université et l'entreprise. L'entreprise qui innove, c'est pas une start-up forcément. C'est vrai aussi de dire, mais finalement, on est exactement dans le salon de la start-up ici, puisqu'on est dans la smart entreprise. Dans la smart entreprise. Et donc, il n'y a pas que les start-up qui innovent. Tout le monde innove, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Et pour arriver à créer ce lien, il faut absolument faire en sorte que l'entreprise se rapproche de l'université. Et je le disais encore l'autre jour, c'est plus facile pour l'université de se rapprocher de l'entreprise que pour l'entreprise marocaine, en tout cas, de se rapprocher de l'université. C'est peut-être vrai pour les autres aussi. Claude, sur cette question d'innovation, parce que c'est quand même aussi un point important et qui est finalement le terreau de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand on monte une entreprise, il y a, quel que soit le projet, il y a quand même une part d'innovation qui arrive, même si on copie quelque chose. Le Corbusier disait qu'une bonne imitation, c'est une création. En entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire, on essaie de reprendre on s'inspire de quelque chose et on essaie de l'améliorer. Il y a toujours de l'innovation. Alors effectivement, on a de nombreux projets innovants au sein du réseau Entreprendre et c'est toujours agréable de voir les idées qui sont proposées et souvent inattendues. Et puis c'est pas forcément digital, donc c'est une bonne chose, effectivement, et nécessaire. Maintenant, il y a une seule chose que je regrette un petit peu chez les jeunes entrepreneurs, hein, c'est que souvent innovation égale plateforme égale, on se concentre beaucoup sur le service, on se concentre beaucoup sur la région de Casablanca, Rabat. Enfin, pour revenir un peu au Maroc. Et en réalité, je pense qu'il y a une bonne réflexion qui est à mener au niveau des régions et se poser la question s'il serait pas pertinent d'étudier quels sont les besoins profonds qu'il y a économiquement dans chaque région et derrière aider ces jeunes à créer, puisque ce sont des entrepreneurs et qui peuvent entreprendre dans différents sujets, à créer en fait de la valeur ajoutée, donc leur entreprise, dans le cadre des développements économiques de ces régions-là. Parce que si les jeunes entrepreneurs sont tous en train d'entreprendre sur un sujet concentré dans une même ville, ils n'y arriveront pas. Et tout à l'heure, tu parlais, Faisal, de pognon, ben clairement, ils n'y arriveront pas. Parce que si on est tous concentrés sur Casa, Rabat, Marrakech, c'est pas suffisant. Le Maroc, c'est grand. Et il y a beaucoup de choses à proposer. Mais il y a une réalité de marché aussi, il faut pas. Oui, non plus, mais je pense que des entreprises dans l'extrême sud, vers Dakhla, qui sont dans la pêche, ils ont peut-être besoin de jeunes créateurs d'entreprises qui vont intervenir, qui vont innover dans leurs services, leur faciliter leur quotidien, et ils consommeront leurs services. Je pense que dans la région peut-être de Berken, où ils ont de l'agriculture par exemple, eh bien d'innover dans un projet lié à cet écosystème économique, ça a du sens. Et ça peut être très pertinent de voir dans un cadre législatif comment faire en sorte de faire participer ces acteurs économiques de ces différentes régions avec ces jeunes entreprises et l'écosystème associatif pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne. Ce serait très pertinent parce que vous aurez un entrepreneur qui en face répond à un besoin d'une entreprise qui veut bien avoir une amélioration de son service et être plus performante. Et là, on va faire une boucle à 360 degrés et on va répondre à des besoins. Et pour éviter justement certaines entreprises qui meurent parce que finalement le projet est extrêmement pertinent, intéressant, mais il n'y a pas de marché en face. Et j'ai un autre point tout à l'heure en parlant de grands méchants loups. On a parlé beaucoup des banquiers, moi je tiens à garder le mien.
même s'il me fait pas beaucoup confiance. Bah, tiens. Oui, parce que C'est le syndrome de Stockholm. récemment, j'ai demandé un prêt. On m'a dit, il n'y a aucun problème, mais vous me donnez la garantie. Oui, il me fait de combien? 100% du montant du prêt. Alors, j'ai dit, monsieur, merci beaucoup. Si j'avais besoin de personne, je vous aurais appelé. Donc voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre méchant loup, c'est la confiance. La confiance des acteurs économiques. Parce que déjà, de facto, quand il y a un appel d'offres et que de facto, dedans, il y a exclusion directe des jeunes entreprises parce qu'elles ont moins de 3 ans de bilan, eh ben déjà, c'est terminé, hein, première chose. Donc peut-être qu'un petit cadre législatif à pondre au plus tôt, ce serait important. Hein. Et la deuxième des choses, c'est aussi un phénomène qui est local. Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, la méritocratie n'est pas toujours valorisée comme il faudrait. Et c'est terrible parce que vous avez des gens qui sont volontaires, qui sont entrepreneurs, qui vont présenter 15 000 offres gratuitement, parce que bien sûr, c'est pas des choses qui se font payer chez nous. Hein, on travaille pendant 10 jours, on propose, et au final, on est rejeté. Et on sait même pas pourquoi on a été rejeté de cette proposition. Et c'est pas parce qu'on a démérité en termes de méritocratie, ni technique, ni autre. C'est peut-être parce qu'on est trop petit, ou pas connu, ou inconnu. Donc ça aussi, c'est un point important. Il faut qu'il y ait de la confiance au niveau des acteurs économiques. Et ça, je pense que quand c'est dans le cadre de marché public, eh ben, il faut qu'il y ait un cadre législatif et que les gens aient la chance de pouvoir participer et montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'il y a toujours une première fois. Hein, il faut bien démarrer. Donc il faut qu'on ait de l'aide pour les jeunes entrepreneurs dans ce sens. Voilà. Alors, j'aurais jamais cru que c'est moi qui allais devoir mettre un peu d'optimisme dans tout ça. Juste pour... non mais c'est vrai, qu'on remonte un peu et qu'on revienne 20 ans en arrière. Non mais... Et qu'on voit au niveau du système bancaire, il y a 20 ans, l'accès au financement qu'on avait. C'était juste, je pense que même pour la petite entreprise, c'était même pas la peine d'en parler. Les taux, c'était même pas parlé. C'était un étau, c'était pas des taux. Donc, juste pour dire que quand même, on a avancé d'une manière incroyable et monumentale. Je reprends juste également l'office d'échange. Il y a à peine 25 ans, on avait le droit de sortir quoi? 100 dirhams? C'était années 90, 100 dirhams. Voilà, c'est bien. Voilà, non mais c'est pour dire d'où on vient quand même, et qu'il y a un moment donné, il faut quand même aussi remettre tout ça en perspective et de voir à quelle vitesse ça on est allé juste ces dernières années. Aziz, très rapidement. Je suis désolé, je vais te répondre, mais je vais te dire que c'est bien, mais comme disait Einstein, tout est relatif. La courbe de vitesse du développement du système bancaire marocain, comme tous les systèmes bancaires nationaux, c'est fait à coups de pied aux fesses parce qu'il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Donc soit tu avances, soit tu meurs. Et c'était valable pour le système bancaire. Donc le système bancaire a effectivement évolué au Maroc, mais a-t-il évolué aussi vite que la mondialisation et que cette mondialisation de l'économie et des besoins du marché? Donc je vais te dire, oui, ça a évolué, heureusement. Ça a évolué sous contrainte, mais ça n'a pas évolué aussi vite que les besoins du marché, entreprises et particuliers, ont évolué sur le Maroc et sur le continent. Donc oui, ça a évolué forcément par la force des choses, c'est le sens de l'histoire, comme dirait l'autre. Mais la question, c'est la vitesse et la pertinence face à l'océan des besoins et des demandes. Ouais. Pour terminer avec les banques, demain, fin de journée, on vous expliquera comment se passer des banques. C'est pas plus compliqué que ça. À force que vous leur en parlez, on va vous montrer comment il y a d'autres voies peut-être que les banques. Hein. Et comme je vous dis, les banques, je parlais avec des très grandes banques au Canada, et ils sont actuellement sur un fil. Ils ont peur avec tout ce qui arrive au niveau des fintech, au niveau des autres sources de financement, au niveau de l'évolution. Vous savez, chez nous, les banques ont tous des grosses colonnes devant les bâtiments, là, historiquement, parce qu'il fallait que ça monte le temple, hein, quelque chose qui est tangible et tout. Alors on faisait comme au Parthénon, on fait des grosses colonnes pour montrer notre stature on est solide. Aujourd'hui, on est plutôt sur le système bancaire en ligne ou des choses comme ça. Puis moi, j'avais vu deux, trois grosses grandes succursales qui étaient comme ça, qui se ferment. Il y a des condos maintenant là-dedans, parce que d'abord, c'est pas rentable.
Et ça va. Il n'y a plus de cash dans les banques. Ben oui, carrément. Nous, on les fait en sorte d'en les récupérer. fameuses Là, caissières bientôt. et tout, c'est fini. Alors ils sont. Et je vais vous dire, c'est comme Kodak. Hein, c'est des gens qui ont eu une tradition dans le milieu bancaire et une vieille tradition. Et je suis pas sûr, comme je dis, qu'ils vont être capables de s'adapter au monde nouveau qui s'en vient. Et souvent, c'est ce qu'on appelle des dinosaures. Ça disparaît très vite. Alors, je connais pas vos banques marocaines, mais je peux vous dire que nos banques canadiennes se posent la question comment ils vont peut-être se transformer. Alors ton point sur l'innovation. L'innovation. Et ensuite, on ouvrira la salle aux questions. L'innovation, voilà comment je vois ça. Effectivement, fait ça, là, tout à fait raison. L'innovation peut être à différents niveaux. C'est là qu'il faut être créatif. On est des créateurs d'entreprise, donc on est créatif. Et j'associe, moi, l'innovation à dire, le terme au Québec, on appelle ça une courte pointe. On a des amis québécois et canadiens dans la salle. Patchwork en anglais. Je reviens de l'île de la Réunion où j'ai trouvé le terme à l'île de la Réunion pour dire le mot patchwork ou le mot courte pointe. Ils appellent ça tapis mendiant. Et alors mon arabe est plus qu'exécrable. C'est barchouette. Oui, c'est avec l'accent québécois, Ouais, ça avec doit être l'accent ça. québécois. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça être créatif, innovant. C'est de dire, moi j'ai mes morceaux de tissu qui valent rien. Hein, vous voyez, tapis mendiant là. J'ai ça, j'ai des éléments. Ça veut rien dire. On fait pas de la peinture à numéro. On fait pas un puzzle. Faut mettre telle chose à tel endroit ou quoi. J'ai ça. Et là, je suis créatif. Je vois les choses différemment, avec des choses qui existent. Hein. C'est des morceaux de tissu qui existaient déjà. Et je les agence différemment, sans avoir un modèle préétabli. Et c'est ça être innovant. C'est de voir, donc, comme vous disiez, Ouda, il y a des besoins, puis c'est drôle, moi je vais utiliser peut-être un morceau de tissu différemment pour combler le besoin, pour mieux combler le besoin que peut-être la personne était mal servie, puis moi je change, d'accord? Et aujourd'hui, on a plein de nouveaux, comme ça, outils. Que ça soit l'impression 3D pour faire juste un échantillon. Avant, il fallait faire un moule et tout, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, vous allez faire votre propre échantillon et montrer physiquement à la personne, voilà mon produit. Avant, il fallait investir 20 000 euros peut-être pour avoir un moule, et le producteur de plastique vous disait, il faut que j'en imprime, j'en coule au moins 10 000 pour vous faire un exemplaire pour aller essayer de vendre ça à un client ou votre premier client, ou de montrer peut-être à votre banquier qu'est-ce que ça va avoir l'air physiquement, mon produit. D'accord? Vous avez, comme je vous dis, la finance en ligne qui est nouveau. Donc, il y a plein de nouveaux outils qui sont les nouveaux outils depuis 10 ans et qui vont arriver des nouveaux outils aussi qu'on ne maîtrise pas encore et qu'on ne connaît pas. Eh ben, c'est ça. Mon tapis mendiant, là, mon patchwork, c'est de dire, ben, moi, je vais utiliser ces morceaux-là à tel effet, de les associer de telle manière, et c'est là que je vais innover. Et on innove, vous savez, les grandes innovations, elles sont faites soit par erreur, bien souvent, 90% des grandes innovations ont été faites par une erreur. Hein, ça n'a pas été recherché, les départements de recherche et développement, comme je dis, ils cherchent. Le Viagra. C'est comme les universitaires, ça cherche. Moi, j'ai des amis HEC, Non, ils mais cherchent c'est vrai. depuis 20 ans, oui. Bah, Viagra, voilà, ça a été le meilleur Pfizer. C'est le fer de lance de Pfizer et c'était une, ouais. Complètement, hein. Et puis, je peux vous dire, les problèmes érectiles chez les hommes, l'homme des cavernes devait l'avoir, mais il n'y avait pas à l'époque de pharmaceutique peut-être pour lui proposer le Viagra, d'accord? Alors, c'est ça innover, hein. Innover, c'est peut-être de chambarder des choses, et c'est là qu'on verra peut-être dans ma prochaine intervention demain matin, où on est un petit peu des corsaires. Être corsaire en tant qu'entrepreneur, c'est d'être à la limite de la légalité. Quand je dis l'égalité, s'il n'y a pas encore de lois même qui sont faites pour ça. Puis moi, je transgresse un petit peu ce qui se fait, et puis c'est nouveau, puis là, souvent, le législateur, par réaction, va dire, oh, hein, pensez à Uber, ici, peut-être, Airbnb ou quoi, que les gouvernements aient été pris les culottes baissées, de dire, on n'avait pas prévu ça, qu'un tsunami qui arrive, mondial, dans tous les pays du monde, il a fallu légiférer, faire de la nouvelle législation. Voilà. Merci, Claude. Très rapidement, Ouda. Et après, on ouvre la salle aux questions. Alors, attends, je regarde juste jusqu'à quelle heure on a. C'est déjà terminé? Ouais. Alors. Moins de 5 minutes. Deux Vas-y, points. Ouda. Juste par rapport aux banquiers, ils font quand même quelques efforts, il faut quand même le noter. Nous, pour notre part, Réseau Entreprendre, notre programme principal, c'est Start, et on a des prêts d'honneur qui sont octroyés par nos partenaires bancaires, et c'est grâce aux partenaires bancaires qu'on arrive à aider nos jeunes entrepreneurs à démarrer. Alors certes, c'est pas suffisant, mais au démarrage, c'est un petit coup de main, donc il faut pas non plus tout annuler et mettre à zéro, c'est important. Deuxième point,
qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'alors, mais je souhaite le dire parce que j'ai encore 2 minutes. C'est par rapport à l'écosystème, parce que c'est un point important relatif à l'encouragement de l'entrepreneuriat des startups. Il existe un écosystème formidable au Maroc. Tous les jours, il y a des nouveaux acteurs qui interviennent. Chacun de son côté intervient, fait des choses magnifiques. Juste un point, c'est très pertinent que ces gens-là, que l'ensemble des intervenants puissent travailler ensemble. J'espère que vous évoquerez ce point dans les prochains débats. Mais c'est nécessaire car il y a un outil magnifique, mais les gens travaillent de manière isolée. Et quand on veut faire du volume, il faut que tous les acteurs travaillent main dans la main et qu'il y ait un système de vase communicant que l'incubateur envoie vers l'accompagnateur qui envoie vers, etc. pour que on puisse former, faire des volumes et qui marchent. Et voilà, merci bien. Merci à vous, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Alors, ce qu'on va faire, puisque pour respecter le timing, sinon on va déborder, les intervenants font le service après-vente. Donc vous pouvez aller leur poser des questions, c'est l'objectif bien entendu de ces 2 jours. Et Saad va nous dire juste la suite des opérations. Merci à vous, je vous libère. Et juste avec Saad, on fait un petit point sur ce qui va se passer aujourd'hui et puis les différents workshops. Merci Faisal, merci pour votre présence. Alors je vais annoncer qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 2 autres conférences aujourd'hui. Donc une qui démarre à 14h, qui dure 2 heures, une autre à 16h30 jusqu'à 18h30, toutes aussi intéressantes que celle-là, hein, et gratuites bien sûr. Et puis sinon il y a des workshops. Alors c'est des formats, il y a 50 places. Donc il y a un workshop qui démarre tout de suite sur le leadership pour entrepreneurs. Enfin, c'est Madame Hihi qui l'anime. Je vous conseille vivement d'y aller pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça dure 1 heure. Et il y aura plusieurs workshops consécutifs. Donc, regardez un peu le programme et inscrivez-vous pour ceux qui sont intéressés. Et merci. Donc, tu voulais dire quelque chose, peut-être, professeur Tiani? Non? Il y a un workshop aussi prévu par le projet Salem, qui est un projet académique qui est supporté par l'Agence pour la francophonie et qui essaie de créer des synergies entre différentes universités tunisiennes, marocaines, roumaines, etc. Donc là aussi, il y a un représentant qui pourra vous en dire plus et je vous remercie. Merci Saad. Donc je vous souhaite un excellent pas tapis, d'appétit, appétit. Et moi je vous retrouverai demain pour la clôture. Merci à vous. Merci beaucoup.